Donc on est en live, donc il y a un décalage. Donc déjà bonjour à tous si vous arrivez sur le live. Il y a un décalage entre les images que vous allez voir à partir de maintenant et nous. Donc vous considérez quelques minutes. Donc posez vos questions, on va y répondre au fur et à mesure qu'elles arrivent. Ça c'est la première chose que je dois dire à tout le monde avant que vous arriviez sur le live, parce que ça peut être perturbant si vous posez des questions que vous avez l'impression qu'on n'y répond pas en temps et en heure. Deuxième élément, si tu m'écoutes et que tu es sur Facebook, je vais te mettre un lien dans la bio tout de suite pour me rejoindre sur YouTube. Parce qu'en fait, je ne suis pas tout seul, je suis avec Sylvain. Salut Sylvain. Bonjour, bonjour. Et pour que tu puisses voir Sylvain, il faut aller absolument sur YouTube. Parce que sur Facebook et sur Instagram, je vais aussi lancer Instagram, ça sera fait. Vous ne voyez pas les invités, c'est normal. C'est sur YouTube que l'invité est présent. Donc là, je suis en train en même temps, c'est normal, de lancer Instagram. Hop, une seconde, on va là. La technique, c'est toujours un petit peu, le début, c'est toujours un petit peu laborieux. Voilà, donc on va mettre le bon titre. Donc ce soir, nous allons parler d'investir aux USA. Tu confirmes? Je confirme, pas de problème. Voilà, c'est le sujet de la soirée. Hop, donc là, c'est bon. On est dans une seconde, on va être voilà, là, ça y est. On est en ligne sur YouTube. Hop, ah non, ça va pas marcher. On était déjà en live, mais là, on est en ligne. Voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir sur Facebook te partager. Donc, je ne vois toujours pas l'espace commentaire. Hein. Je tiens à le préciser. Je suis toujours aveugle de l'espace commentaire. Dans une seconde, j'ai l'espace commentaire sur YouTube et je te partage donc sur… Oh là là, le début, c'est toujours un peu laborieux. Hein. On va attaquer, Sylvain. T'inquiète pas, c'est le temps de tout mettre en place. J'ai mon café, donc… T'as raison. C'est ce qu'il faut. Salut Julien, on a les premiers qui arrivent. Donc ce soir c'est les USA, hein. On va en parler. Je suis en train de mettre en place toute la technique pour avoir le chat. On va faire ça une seconde. Donc on est là comme ça, voilà. Salut Dups. Ah, Dups, ça va t'intéresser. Notre invité ce soir, Sylvain, est en Floride, c'est ça? Ah, il y a eu peut-être… Ouais, vous êtes en direct de Floride là. Voilà, en direct de Floride. Alors quelle heure il est en Floride? Tiens, on va commencer par les questions un petit peu bateau. Eh ben, c'est encore le matin et il est 11h moins 10. Ah ouais, 11h moins 10. Ok, il y a un petit décalage. Hein. Désolé pour le retour. Voilà, alors là maintenant, pour tous ceux qui sont sur Facebook, je vous partage tout de suite. Salut Mathieu, je te mets tout de suite le lien pour nous rejoindre sur YouTube. Voilà, c'est bon, on est sur YouTube. Le chat est en marche, tout le monde va nous rejoindre au fur et à mesure. On va pouvoir attaquer Sylvain. Alors écoute, Sylvain, dans ces cas-là, je crois que le meilleur moyen d'attaquer, c'est de te laisser te présenter. Donc d'abord, je vais commencer. Donc merci Sylvain d'être parmi nous. Hein. Je crois que c'est la première des choses. C'est très gentil à toi de nous rejoindre et d'animer notre confinement. Je vais te laisser te présenter, mais je crois qu'il y a une question qui nous brûle tous les lèvres. Es-tu en confinement aux États-Unis? Alors bah oui, oui et non. C'est-à-dire que oui, il y a un confinement en Floride, puisque c'est chaque État qui décide. D'accord. Donc Floride a bien décrété un confinement général. Maintenant, par rapport à tout ce que je vois comme image de la France, c'est pas vraiment comparable. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la liste des professions indispensables est tellement longue qu'on en arrive à se demander quelle profession n'est pas indispensable. Donc faux. en fait, quasiment tout le monde a des exceptions. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a strictement aucune vérification de la police. Tu parles de chez toi, là, on est d'accord? Là, je suis en Floride. Il n'y a pas de vérification de la police, il n'y a rien, quoi? Pas du tout, pas du tout. Et la dernière chose, c'est qu'on a toujours l'impression en Floride que les gens le prennent pas vraiment au sérieux. Ah ouais. Donc, malheureusement, alors c'est vrai que nous, on a une position un petit peu différente parce que on voit ce qui se passe en France. On voit ce qui se passe en Italie, on voit ce qui se passe en Espagne. C'est vrai que beaucoup d'Américains voient uniquement ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Donc forcément, nous, on l'applique beaucoup plus sérieusement que la moyenne. Maintenant, je crois que le pic pour vous, vous y êtes ou vous alliez être dans une semaine. C'est attendu pour ce week-end, je crois. Voilà, nous, on parle d'un pic pour mi-mai. Ah ouais. Donc en gros, on a un mois de décalage avec vous. Par contre, le problème, c'est que vu qu'on a un petit peu de retard à l'allumage, il y a très peu de tests, très peu de masques, enfin tout ce qu'il faut. Alors, je veux être sûr de bien comprendre pour que tout le monde ici, parce que c'est important ce que tu dis que pour les marchés financiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie américaine tourne.
au ralenti, Mais elle tourne. Mais elle tourne fortement, fortement au ralenti. Hein, alors encore une fois, il faut toujours. Quand on parle des États-Unis, ça s'appelle les États-Unis. Maintenant, unis, des fois, j'arrive à me demander pourquoi. Parce qu'en fait, chaque État est vraiment très différent. Hein. Ah ouais, d'accord. Bon, la Floride, c'est quand même un État très, très libertarien, c'est-à-dire un État où il n'est pas très, très bon d'interdire. Donc concrètement, les gens font un peu comme ils veulent. Si on parle maintenant, alors forcément, New York, c'est complètement différent. Hein. New York, les gens sont confinés chez eux, sortent pas, mais parce que eux, ils ont conscience ils ont beaucoup plus conscience, parce que forcément, c'est chez eux, quoi. D'accord. Et je crois que c'est un peu le cas partout. Hein. Les gens se rendent pas compte tant qu'ils n'ont pas un cousin, un oncle, voilà. Ouais, il faut être concerné, tu veux dire, aux États-Unis pour vraiment, selon l'état où tu te trouves, respecter le confinement. Voilà, non, mais je vais faire un parallèle. J'ai parlé du coronavirus avec ma maman il y a un mois, où je lui disais attention, mes parents ont plus de 80 ans tous les deux, et je leur disais attention, et sa réaction, comme beaucoup, c'était bah oui, mais ça va pas arriver jusqu'à Chazelles-sur-Lyon, dans la Loire, à côté de Saint-Étienne, donc ça va pas arriver jusque-là. Bon, là, la dernière fois que je lui ai parlé, il y a eu 3 morts. J'ai des oncles et des tantes âgées qui sont malades. Là, c'est beaucoup plus concret. Et ben, c'est pareil ici. D'accord. Pareil ici. Quand tout le monde aura eu un relatif, un voisin, etc., bah, les gens comprendront qu'il faut faut se protéger. Alors, c'est intéressant. Je vais faire un lien avec ce que tu as dit. Donc, toi, tu es un Français qui s'est expatrié aux États-Unis. Ça, c'est important déjà de commencer par là, je pense. Oui, on est venu ici en 2010, donc ça fera bientôt 10 ans en fait. On est arrivé le 6 juin 2010. Donc 10 ans ici. On va dire quasiment 10 ans. Alors je dis quasiment parce qu'on a une autre entreprise, on a une entreprise d'import-export aussi, mais 10 ans dans l'immobilier, 10 ans dans l'achat, la vente d'entreprises aussi, 10 ans dans l'accompagnement de francophones qui veulent soit s'installer aux États-Unis, ça c'était mon premier métier, soit s'installer aux États-Unis, soit investir aux États-Unis. Donc ça c'est intéressant, c'est ce qui va nous intéresser ce soir, c'est que toi tu accompagnes les investisseurs pour faire du locatif aux États-Unis, en Floride alors plus précisément. Alors oui bien sûr en Floride en grande majorité, mais pour toutes mes activités j'interviens de 2 façons. Soit c'est en Floride, alors ça c'est autant pour la vente d'entreprise que pour la vente d'immobilier. Soit c'est en Floride, et là je peux intervenir avec ma pleine capacité de broker, donc j'ai toutes les licences, toutes les assurances, pour être broker, c'est-à-dire agent immobilier en gros, et intervenir sur une transaction en tant que broker. Maintenant, il m'arrive assez régulièrement d'être contacté par des gens qui veulent investir dans d'autres États, auquel cas je ne pourrais pas intervenir en tant qu'agent immobilier, puisque je n'ai pas la licence dans ces autres États. Par contre, il m'arrive assez régulièrement d'intervenir en tant que consultant. Alors, je te coupe parce que ça me permet de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est là qu'on voit que ce n'est pas vraiment des États-Unis, dans le sens où c'est ce que tu disais. Finalement, ton diplôme est valable en Floride, mais il faudrait que tu passes un autre diplôme dans l'État où tu devrais intervenir. Bah, c'est pas compliqué, 50 États, 50 licences. Il y en a, alors, question à la con, mais j'aime bien ce genre de questions. Est-ce qu'il y en a qui les ont, les 50 licences ? Non. Non, c'est impossible. Non. Alors, il y a des grosses marques, mais que vous connaissez en France aujourd'hui. Hein. Keller Williams. Ah ouais. Comment il s'appelle gros truc. Bankers. Century 21, par exemple. Moi, je me pose la question. Ils sont partout. Century 21 sont pas partout. Non. Coldwell. Alors, je crois qu'arrive en France. Coldwell Bankers. Ouais, ils y sont des fois, ça dépend. Ils ouvrent, ils ferment. Tu vois, c'est. Bon, comparons un qui est vraiment présent partout, Keller Williams. Alors, Keller Williams, la maison mère, a forcément des licences partout parce qu'ils ont des agents partout. Voilà. D'accord. Après, est-ce qu'il y a des agents qui ont les 50 licences ? Non, il n'y a pas une licence qui chapeauterait tout. D'accord, c'est bizarre. Donc, non, il n'y a pas d'agents qui ont les 50 licences. Je connais des agents qui ont des licences dans 2-3 États. J'ai fortement envisagé à un moment donné, et c'est pas tout à fait exclu encore, d'aller passer ma licence en Californie. Ah oui.
Eh ben oui, parce que j'ai énormément de demandes pour la Californie. Ah, tu m'étonnes. Donc voilà. Alors pour l'anecdote, hein, le problème de la Californie, c'est que pour la Californie, malgré mes années de pratique, malgré tout, pour la Californie, il faut que je reparte de zéro. Waouh. Donc bon, alors de zéro, sachant que la Californie est encore beaucoup plus exigeante que la Floride. Bon. Oh là là. Ouais. Alors, il y a certains États, par exemple la Géorgie, l'Alabama, qui sont autour. On a un certain nombre de correspondances. Donc, si demain je veux ma licence en Géorgie, j'aurais pas besoin de tout repasser. Maintenant, il y a des États où il faut tout repasser, typiquement la Californie. Mais bon, de toute façon, si on parle des États-Unis, il faut toujours mettre la Californie à part pour tout. Ah oui. La Californie, c'est un autre pays. Ah, carrément. J'aurais jamais cru. Ah, mais tout est différent en Californie. Pour beaucoup d'Américains, quand tu parles de la Californie, les Américains parlent de la Californie comme d'un État socialiste. Ah bon? Pour eux, c'est un État socialiste. C'est-à-dire que c'est un État où typiquement, par exemple, si on en revient au locatif, quand je parle de la Floride en locatif, alors on va parler des différents avantages de la Floride. On va en parler. Mais souvent, je cite un avantage qui est de dire le droit justement, en Floride, est beaucoup plus du côté du propriétaire que du locataire. Mais ça, c'est pas vrai en Californie. Voilà, ça, c'est pas vrai du tout en Californie. En Californie, le droit est vachement plus du côté du locataire. Ah, c'est marrant ça. Voilà. Non, c'est pour ça que... Alors, vraiment... Oui, mais en Californie, tu n'as pas de droit de travail, de ce que je sais. Ah, beaucoup plus qu'en Floride. Beaucoup plus qu'en Floride. Enfin, non, pardon. Tu n'as pas de contrat de travail. Je me langue à fourcher. C'est-à-dire que tu embauches plus facilement, apparemment. C'est plus souple. En Floride, voilà, il y a beaucoup d'États, dont la Floride, qui sont des États at will. Les États at will, ça veut dire à la demande. Le contrat de travail, c'est une poignée de main. D'accord. Voilà, tes heures, ça sera ça. Ton salaire horaire, c'est ça. Tu viens tel jour et tel jour. OK. Le licenciement, c'est, écoute, vendredi, j'aurai plus besoin de toi. Voilà le formalisme du travail en Floride. C'est ouf, c'est ouf. Ça, c'est ce qu'on appelle un État à tout. Alors, par contre, la Californie est un peu plus exigeante quand même. Hein. D'accord. En matière de, j'allais dire, souvent pour tout ce qui va être droit, alors, quand je veux être provocateur, quand je fais des conférences en France, assez souvent, je grossis le trait, je suis un peu provocateur parce que ça permet de retenir. Mais je dis souvent, en Floride, il vaut mieux être propriétaire et patron que employé et locataire. Parce que très concrètement, employé et locataire, on n'a pas beaucoup de droits. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc voilà. La Californie en aura quand même plus. Alors, pour résumer, si on dit que c'est pour dire que les États-Unis, chaque État est différent. Alors oui, chaque État est différent, et la Californie, il est encore plus. D'accord, j'ai compris. C'est vraiment un État à part. Alors, rapidement, avant qu'on attaque, juste, je vais un petit peu regarder le chat pour voir s'il y en a des questions. Après, moi, j'ai des questions aussi, et on va avancer comme ça, un peu moi, un peu le chat, d'accord? Comme ça va permettre à tout le monde de parler. Alors, Dups, j'ai répondu que j'avais reçu ton mail, j'ai pas eu le temps de te répondre. Les USA, alors, est-ce que USA avec un compte bancaire français? Alors, Ali nous demande si on a un compte aux USA, comment on est fiscalisé en France? Est-ce que tu as la réponse à ça ou pas? Oui. Alors c'est pas la notion de compte, hein, c'est la notion de revenu. Alors pour nos clients qui ont des biens locatifs, aujourd'hui on a trouvé une solution plus pratique qu'un compte dans les banques US, parce qu'un compte dans les banques US c'est devenu assez compliqué à obtenir. Aujourd'hui, la plupart de nos clients reçoivent leur loyer chez les nouvelles banques online de type TransferWise. N24, machin, tout ça là, Alors, N24, j'ai pas encore eu d'expérience avec eux. Par contre, j'ai des expériences avec un certain nombre, dont par exemple TransferWise. Je suis en train d'en oublier un qui va me faire la gueule parce que j'ai fait pas mal de choses avec lui. C'est pas grave. J'ai compris, t'inquiète pas. C'est pas l'idée, j'ai compris. C'est que vous n'utilisez pas les banques aux États-Unis. Eh ben, de moins en moins, parce qu'elles sont devenues extrêmement compliquées avec les comptes des non-résidents. Donc très clairement, aujourd'hui, avec un TransferWise, ça permet de régler le problème. Nos clients, ils reçoivent leur loyer sur le compte TransferWise, qui a ni plus ni moins que l'équivalent d'un RIB américain. Ils peuvent utiliser leur argent aux États-Unis s'ils veulent, parce qu'ils ont un moyen de paiement dessus, mais ils peuvent aussi utiliser leur argent en France très rapidement. Donc ça simplifie quand même pas mal les choses. Alors, où on va avoir besoin d'un compte bancaire américain, clairement, c'est si le client emprunte aux États-Unis.
Ah, alors ça, on va en parler. Va pas trop vite, Sylvain, va pas trop vite. Bon, mais je vais répondre pour la fiscalité. Je vais juste répondre pour la fiscalité. C'est pas le compte qui fait la fiscalité. D'ailleurs, ça, je pense pas que ce soit. Alors moi, je vais juste rajouter une chose. Le compte a l'obligation de le déclarer, malgré tout en France. Sinon, tu es hors la loi. On est bien d'accord. Mais effectivement, oui, je vais dans ton sens. Le compte ne fait pas la fiscalité. D'un point de vue purement, j'allais dire, philosophique, c'est pas le compte qui fait la fiscalité. On est d'accord. La fiscalité, c'est le revenu. Exactement. Le fait d'avoir un revenu. Donc, à partir du moment où vous avez un revenu américain, c'est-à-dire un revenu locatif américain, quelle que soit la structure, vous le faites en direct, vous le faites via une société, vous avez un revenu américain. Ce revenu, vous devrez le déclarer aux États-Unis. Donc, on va faire une déclaration d'impôt aux États-Unis. Il y a plein de solutions différentes, donc société par société, etc. Mais vous ferez une déclaration de revenu aux États-Unis. Ce revenu aux États-Unis sera reporté. Vous devrez, après vous le faites pas, ça c'est une autre question. Moi, je vous dis ce que vous devez faire. Vous devez reporter ce revenu en France. Il y a une case spéciale sur les revenus locatifs. Il y a une 2044 spéciale. Il y a une case vos revenus perçus à l'étranger. Donc, vous devez le reporter. Est-ce que pour autant, vous allez payer des impôts en France? Non. Parce que vous avez payé des impôts aux États-Unis ou pas, mais vous avez déclaré aux États-Unis, donc vous êtes imposable ou pas imposable, mais vous avez déclaré aux États-Unis, et il y a un document très important qui s'appelle la Convention de non-double imposition entre la France et les États-Unis. Ça signifie que quelque chose qui a été imposé aux États-Unis, parce que la territorialité fait que ce revenu est américain, quelque chose qui a été imposé aux États-Unis ne pourra pas être réimposé en France. Il devra être signalé, il devra être déclaré, mais vous aurez un avoir fiscal du montant de l'imposition fictive que vous auriez dû avoir. Donc, en gros, l'imposition, elle se fait qu'aux États-Unis. Okay. Après, la notion de compte, c'est autre chose, parce qu'il y a d'autres éléments. Vraiment, la question du revenu foncier aux États-Unis, vous le déclarez aux États-Unis, vous payez, si vous devez en payer, vous payez vos impôts aux États-Unis, avec les amortissements, etc. Souvent, il n'y a pas besoin d'en payer, mais admettons que vous ayez à en payer, vous payez vos impôts aux États-Unis, vous reportez en France, mais vous ne repayez pas d'impôts en France. Ok, bon, c'est très clair. Je le savais pour la convention. Après, je vous invite. Après, comme tu l'as très justement dit, on est libre. En France, on est libre de déclarer ou pas. Je vous invite vraiment à déclarer parce que si jamais c'est découvert, ça vous tombe sur le coin de la figure, ça fait très mal. Il y en a qui jouent à ça. Chacun fait ce qu'il veut, mais voilà. On a Rudy qui nous demande. Excuse-moi, j'ai mes allergies. J'ai pas le. Vous éloignez pas de l'écran. Il y a des lois différentes dans l'immobilier entre chaque État, ou est-ce que les lois sont partout les mêmes? Alors moi je connais la réponse, mais je te laisse répondre, c'est toi qui es... Vas-y. Comme on l'a dit un petit peu avant, justement les lois sont totalement différentes. Alors totalement. Les lois sont différentes d'un État à l'autre. Les lois sont différentes d'un État à l'autre. Il peut y avoir des lois extrêmement différentes. Alors tout à l'heure je parlais de la Californie. Alors bon, forcément les lois en Californie sont différentes. Dans le nord des États-Unis, les lois seront différentes et dans le nord des États-Unis, il va y avoir quelque chose dans certains États qui va se rapprocher de la trêve hivernale que vous connaissez en France. Pourquoi? Parce qu'au nord des États-Unis, il y a un hiver. Il fait très froid. Il fait très froid. Voilà, au nord des États-Unis, il y a un hiver. On n'a pas de trêve hivernale en Floride, mais on n'a pas d'hiver. Donc le problème, il est réglé. Il n'y a pas besoin d'avoir de trêve hivernale. Le plus bas que j'ai vu depuis 10 ans, un matin, il a fait -1. Oh. Ça arrive une fois. Ici chez toi, en Floride À Orlando, on a eu -1 un matin, en 2010. Et depuis, le plus bas que j'ai dû voir, c'est 5 degrés, mais ça dure 3 jours. Après, on remonte à 20. Bon. Donc, on n'a pas de trêve hivernale. Donc, okay. la première réponse, tous les États sont différents. Alors, dans tous les États différents, j'ai dit que la Californie était assez différente. Il y a un autre État qui est extrêmement différent. Et ça, c'est historique. C'est la Louisiane. Parce que la Louisiane a gardé comme base de droit le Code civil. Français. Oui. Donc, c'est civil law et non pas common law. Tous les États des États-Unis, le droit est basé sur le common law, sauf la Louisiane, qui est basée sur l'équivalent d'un code civil du temps de Napoléon. D'accord.
Donc alors clairement, j'allais dire que pour beaucoup de choses, on peut généraliser, mais quand on va parler de loi aux États-Unis, on va toujours dire il se passe là. Alors en Louisiane, c'est pas du tout pareil. La Louisiane, c'était un État qui m'avait intéressé, mais ça prend trop la flotte à mon goût, en fait, personnellement. Bah ouais, faut faire effectivement très très attention. Plus qu'attention, parce qu'à des endroits, il reste rien, quoi. C'est bon, enfin bref, on va pas parler de ça. New Orleans, ils avaient pris sérieusement. Oui, non, c'est un État qui est risqué de ce point de vue-là, on est d'accord. Alors, j'avance un peu parce que j'ai beaucoup de questions. On va essayer. Alors, il me demande Revolut. On me demande la question si les comptes bancaires c'était Revolut aussi, c'est ça ou pas du tout? Non, c'est pas eux. Non, mais je me rappelle plus le nom. Alors, le gars avec qui je travaille, il va me. Alors, on me demande le nom de ta société. Je dis Objectif USA, c'est ça? Je mets le lien? Alors, Objectif USA Immobilier. Pour parler de l'immobilier, c'est Objectif USA Immobilier. Voilà, c'est ce que j'ai mis le lien dans le chat. Hein. Salut Enzo. Enzo Honoré sera avec nous vendredi. Merci d'être là. Donc, l'impôt. Alors, Dups nous pose une question intéressante. Dups est technique. Il nous demande si, par exemple, tu fais du déficit. Alors, je ne sais pas si ça existe aux États-Unis. Est-ce que c'est reportable en France? J'ai des doutes, mais. Non. Par contre, c'est reportable sur des revenus de même catégorie aux États-Unis. D'accord. Donc oui, c'est-à-dire le déficit foncier est reportable sur le déficit foncier des années futures. Voilà, pas reportable en France, non. On est d'accord. Ok, ça va. Donc en fait, c'est inhérent à la société que tu vas créer aux États-Unis si tu choisis d'en créer une. Oui, mais même à titre personnel, puisqu'avec on peut amortir les biens. Hein. On a un amortissement sur les biens résidentiels sur 27 ans et demi. Donc, on peut assez facilement générer du déficit. D'accord. Alors, au passage, je te le dis, tu as un compatriote qui est de Chazelles-sur-Lyon, dans le chat. Waouh. Alors là, ça fait plaisir. Ça fait. Voilà, je te le dis, ça fait. Je sais que ça fait toujours plaisir. Le monde est petit. C'est clair. Dups nous dit que dans le Texas, tu peux te balader avec un flingue à la ceinture. Oui, c'est open carry. Le Texas, c'est un État open carry. Chez nous, on n'est pas open carry. Tu peux avoir une arme sur toi, mais elle doit être concealed. On a un État concealed weapon. Et d'ailleurs, quand j'accompagne des investisseurs qui créent ou qui rachètent une société aux États-Unis, un des premiers trucs que je leur dis, c'est de faire un règlement intérieur pour leur société. Comme il n'y a pas de contrat de travail, je leur conseille de faire un règlement intérieur pour leur société et en l'occurrence de faire signer à leurs salariés qui viendront sans armes. Parce que si vous n'avez pas fait signer ça à vos salariés, rien ne les empêche de venir travailler avec une arme. Ah ouais, d'accord. Ils sont en concealed carry. J'étais à une formation d'agent immobilier il n'y a pas très longtemps. On était 12. Sur 12, le formateur a posé la question, combien ont une arme sur eux en ce moment? 7 ont levé la main. Alors, je vais préciser. 7 ont levé la main, pourquoi? Sur les 7, 6 femmes qui nous ont dit clairement, je me retrouve seul avec des hommes dans des maisons vides. Ah ouais. Donc ouais, je suis armé. Ouais, c'est vrai. Ça paraît lunaire ici, mais j'entends. Alors donc, moi, je vais me permettre, Sylvain, mais je pense que tu vas abonder dans mon sens. Là, j'ai Pétivier qui est pas peut-être un habitué du chat, enfin que j'ai pas l'habitude de voir et je vais un peu m'insurger, mais tu vas peut-être abonder dans mon sens, qui nous écrit que alors il nous dit que le Delaware est un paradis fiscal des États-Unis. Alors moi je tiens à dire que ce n'est pas un paradis fiscal, c'est une idée reçue et qu'en plus c'est là où tout le monde va et que le fisc français a tendance à plus faire de contrôle sur les sociétés du Delaware qu'ailleurs. Après, je te donne la parole parce que tu te connaîtras mieux, enfin, tu pourras mieux répondre que moi à ce sujet-là. Mais pour avoir étudié les États des États-Unis, le Delaware, c'est pas là où tu payes le moins d'impôts aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pense en France. Voilà. Alors, quand on parle d'imposition aux États-Unis, il faut parler de plusieurs choses. Il faut parler de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés. Il faut parler de l'équivalent de la TVA et qui est la sales tax. Et il faut parler de la property tax. Bon, alors, première chose, je suis assez d'accord avec toi. Avoir une société dans le Delaware, souvent. Non, c'est pas ce qu'on croit, ouais. Moi, j'ai bien beau potasser. Et puis, ça peut être un red flag. Ouais. Ça peut être considéré comme quelqu'un qui cherche plus ou moins un paradis fiscal. Donc, bon, la deuxième chose, j'ai tendance à dire qu'en général, pourquoi le Delaware a si peu de taxes? C'est effectivement pour attirer un maximum de monde parce qu'il n'y a rien dans le Delaware.
Donc c'est pour faire venir du monde, mais c'est un État, il n'y a rien dans le Delaware, c'est minuscule et il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Bon alors après, où est-ce qu'ils sont bas? Ils sont bas en sales tax. Mais ça, on s'en fout, parce que la sales tax, la sales tax, c'est l'équivalent de la TVA. Mais on s'en fout. Sur du locatif, on s'en fout. Sur du locatif résidentiel, il n'y a pas de sales tax. Donc ça, on s'en fout. Ils sont bas en income tax, ils sont bas en corporate income tax. Oui, donc income tax, c'est l'impôt sur le revenu. Corporate income tax, ça sera l'équivalent de l'impôt sur les sociétés. Oui, mais la Floride est pareil. La Floride, c'est un État où l'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'impôt sur le revenu de l'État. Alors attention, là, juste une précision, quand on parle d'impôt aux États-Unis, il y a toujours deux strates. Hein. Il y a ce qu'on paye à Washington, donc c'est l'impôt fédéral, et il y a ce qu'on paye à l'État. L'impôt fédéral, tout le monde le paye. Vous êtes dans le dollar, vous êtes en Floride, vous êtes n'importe où, vous paierez votre impôt fédéral. Bon. Par contre, après, si vous êtes dans certains États, par exemple l'État de New York, là, vous en rajoutez une couche. Hein. Vous payez l'impôt fédéral. Il est très élevé à New York. Mais Californie et New York, c'est les deux plus chers. Ouais, c'est ça. Mais vous en rajoutez une couche parce que vous avez l'impôt de l'État qui fait mal. En Floride, l'income tax, il est à 0. La property tax, alors la property tax, elle est plus basse dans le Delaware, mais la property tax, elle est liée à l'endroit où elle vient. Property tax, c'est l'équivalent de taxe foncière. Elle est liée à l'endroit où elle vient. Donc, de toute façon, que votre société soit dans le Delaware ou en Floride, ça ne changera pas votre property tax. Sauf si vous avez un bien dans le Delaware. Encore une fois, dans le Delaware, il n'y a rien. Donc voilà. Est-ce que le Delaware est un paradis fiscal? Oui et non. Ce qui est certain, c'est que la Floride n'a rien à envier au Delaware, à mon avis, surtout pour du locatif. L'immobilier, voilà, c'est ça. Voilà, pour l'immobilier. Maintenant, vous voulez monter un e-commerce ou des choses comme ça se discute. Mais attention, ça, c'est aussi, j'ai presque aujourd'hui envie d'en parler déjà au passé. Parce que les histoires de sales tax à 0 dans le Delaware, etc., c'est aussi en train de changer. Donc là-dessus... mais j'arrive pas à trouver, j'avais une carte, il y a 2 États, où il n'y a personne d'ailleurs, où c'est hyper avantageux d'installer une société, mais il n'y a rien en fait. Il y a 2 États, le Dakota du Nord, je crois, et il y en a un autre, je ne me rappelle plus lequel c'est, où c'est avantageux, mais il n'y a tellement rien. L'Idaho, non? L'Idaho, oui, il me semble que c'est ça, je suis pas sûr. L'Idaho. Ouais. Alors, l'Idaho, pour l'anecdote, on l'appelle le Potato State. Parce que dans l'Idaho, en fait, il n'y a que des pommes de terre. Oui, bah ouais. Voilà. L'Idaho, c'est des champs de patates, mais à perte de vue, quoi. C'est ça. Alors, la capitale de l'Idaho, ça doit être Boise. Et je ne sais plus combien il y a d'habitants, mais je crois que c'est un truc 40 ou 50 000. C'est minuscule. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc non, c'est joli l'Idaho, enfin surtout si on aime les pommes de terre, quoi. Bah oui, c'est ça en fait. Après, bon voilà, encore une fois, tu as très bien résumé, il faut choisir son état en fonction de ce qu'on veut y faire et il faut pas regarder, voilà, ne vous laissez pas berner par les sirènes du Delaware, les avantages que vous en tirerez n'égalent pas les inconvénients que vous aurez derrière. Donc voilà, soyez intelligents. Moi il y a beaucoup de questions, je vais reprendre vos questions. J'ai une question moi à te poser qui va intéresser tout le monde, je pense qu'elle doit être dans le chat. Parce que nous en France, tu sais qu'on peut investir à 110%. Alors, c'est une double voire triple question. Premièrement, est-ce qu'on peut investir aux États-Unis en faisant un crédit? Deuxièmement, est-ce qu'on peut le faire à 110%? Et troisièmement, est-ce que c'est compliqué de trouver une banque pour nous financer? Je te donne la parole, ça va intéresser tout le monde. Bon, alors, il faut tout de suite, là aussi, scinder en deux. On a des clients qui empruntent pour investir ici. On a vraiment 2 cas de figure. On va avoir des clients qui vont emprunter aux États-Unis, des clients qui vont emprunter en France. Premier cas de figure, emprunter aux États-Unis. Alors, emprunter aux États-Unis, moi j'ai des contacts, j'ai une personne, Séverine, qui se reconnaîtra. J'ai une personne qui est très très forte pour trouver des crédits pour nos investisseurs. Par contre, 30-35% d'apport mini, des revenus quand même, des revenus corrects. Quoique là-dessus, alors encore une fois, je parle hors coronavirus, hein, parce que là, Ant-coronavirus, parce qu'il y aura le post-coronavirus. Je veux dire ce qui se passait jusqu'à mi-mars. Voilà. Donc elle nous trouvait facilement des crédits investisseurs avec 30-35% d'apport. Les taux sont pas du tout les mêmes qu'en France, c'est-à-dire qu'il faut plutôt s'attendre à 4,5-5
je ne sais plus combien c'est en France, mais c'est très bas. Donc voilà, donc on trouve des solutions pour nos clients qui veulent investir. Les durées, c'est 15 ou 30 ans. Il n'y a pas de durée à 22 ans, à 21 ans, à 28 ans. C'est 15 ou 30. Donc on conseille souvent à nos clients, je parle de fixe, hein, on conseille souvent à nos clients de prendre 30 ans, quitte à réduire plus tard s'ils veulent. Et voilà pour l'investissement, j'allais dire, avec un emprunt ici. Sachant que les intérêts sont déductibles. Bon, c'est toujours ça de prix. Alors, maintenant, l'autre cas de figure. On a pas mal de clients qui empruntent en France. Alors, quand ils empruntent en France, on a vu des clients emprunter à 100%, 105, 110, j'en sais rien, mais 100, c'est sûr. Ça va dépendre de leur banque, tout simplement. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, ce qui se passe, j'ai encore fait cette réponse ce matin à un client qui me posait la question par email. Il y a beaucoup de banques qui, quand on leur dit « je veux investir aux États-Unis », ont une réaction épidermique. « Ah, j'ai peur ». Bon. Alors, quand il se passe des choses comme ça, moi, j'ai travaillé quasiment 20 ans dans la banque et j'ai travaillé en direction des engagements dans le groupe Crédit Mutuel. Donc, à un moment donné, je chapeautais 24 agences de Crédit Mutuel pour leur fonction crédit. Donc, c'est quand même un domaine que je maîtrise. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On a une sorte de lettre type qu'on envoie aux banques en expliquant qui on est, en expliquant ce qu'on fait. Alors, pour l'anecdote, j'ai un diplôme qui s'appelle le diplôme de l'enseignement supérieur de l'Institut technique de banque, qui s'appelle ITB pour les intimes, surtout pour les habitués. Donc, ce diplôme-là, c'est très, très, très connu dans la banque. Donc, généralement, dans ma signature, je mets diplômé ITB 1996. Et par rapport à ça, généralement, ça ouvre tout de suite la discussion. Et il s'avère qu'on a eu beaucoup plus de succès quand on rentre en discussion. Parce qu'alors, ils vont nous demander plein de trucs et on va leur dire à chaque fois, c'est pas possible. Alors, ils vont nous demander, on veut les contrats d'acquisition en français. Pas possible. On ne pourra pas vous fournir les contrats d'acquisition en français. C'est littéralement intraduisible. Donc, on veut les contrats en français. Ils vont nous dire, on veut l'intervention d'un notaire français. Nous, on leur dit, écoutez, pas de problème. Trouvez un notaire français qui veut y intervenir, bonne chance. Il n'y a pas un notaire français qui voudra intervenir. Donc, on est obligé de toutes ces étapes. Mais on est obligé de leur expliquer que nous, ce n'est pas un notaire qui intervient. C'est un avocat qui fait ce qu'on appelle le closing, la vente. C'est un closing attorney. Donc, on est obligé de leur expliquer tout ça. Et quand on a expliqué tout ça, on a un assez bon taux de réussite quand même de clients qui obtiennent des financements. Alors, une chose, la plupart des banques, alors sauf si vous avez vraiment un rapport fabuleux avec votre banque, la plupart des banques vont demander une garantie et ils vont demander une garantie réelle, c'est-à-dire une hypothèque sur un bien généralement avec plus d'hypothèque dessus ou une hypothèque très très faible dessus. C'est même pas la peine d'envisager les fameux organismes de caution mutuelle. Alors, Crédit Logement, la Caisse d'épargne. Ah oui, il faut pas y penser. Tous ces trucs-là, ça ne marche pas. Si un banquier vous dit, il n'y a pas de problème, je vais obtenir un accord de Crédit Logement, eh ben, on va tous perdre du temps. Au revoir. Il n'en obtiendra pas, d'accord. Oui, mais c'est logique, c'est logique. Donc en fait, je vais résumer pour tout le monde qui nous écoute. Le crédit est envisageable, mais il faut avoir un certain profil. Est-ce que tu penses malgré tout que s'il y a des on est sur une chaîne d'investisseurs, donc il y a forcément des investisseurs ici. Est-ce que tu penses que des investisseurs qui commencent, pour eux, c'est un bon plan ou tu recommandes d'avoir quand même un petit peu d'expérience avant d'arriver aux USA? Qu'est-ce que toi t'en penses du recul que tu as? Est-ce que les gens qui passent par toi, est-ce qu'il y a un profil type ou tu as vraiment tout type d'investisseurs? Mon profil type, c'est quand même pas des primo-investisseurs. Hein. Ah voilà, c'est ce que je voulais, il me semble bien. Ouais, mon profil type, c'est des gens qui sont déjà plutôt dans la diversification. Oui, c'est ça. Alors après, il y a peut-être une question aussi de personnalité. Moi, je sais avec qui je passe et je sais avec qui je passe pas. J'ai travaillé toute ma vie avec des entrepreneurs. Donc je sais que je passe très bien avec les entrepreneurs parce qu'on a le même discours. Je passe avec des gens d'abord qui ont du sang-froid. C'est-à-dire que c'est comme quand on investit en bourse. Si on perd son sang-froid à la première, alors là, bon, c'est sûr qu'il y a une sacrée incartade dans le marché, il a pris une sacrée calotte. Moi, alors, quand je travaillais dans la banque, quand j'avais quelqu'un qui venait me voir, quelqu'un qui avait 50 000 € à placer,
je ne vais pas du tout donner le même conseil à la personne pour laquelle 50 000 euros, c'est l'intégralité de son patrimoine et il a que ça. Et si demain il a un imprévu, il a tout de suite besoin de ces 50 000 euros. Si les 50 000 euros, c'est la cerise sur le gâteau d'un gars qui a déjà 5 millions placés et qui vient me voir, qui me dit, moi j'ai envie de tout mettre, alors je veux tout mettre sur Eurotunnel. Bon, bah, je veux dire, entre guillemets, le gars qui a déjà 5 millions de placés, s'il a décidé de parier 50 000 euros sur Eurotunnel, alors c'est vraiment pour l'anecdote, hein, ouais. s'il veut mettre 50 000 euros sur Eurotunnel parce que lui, il pense que, je sais pas, voilà, un truc fabuleux sur Eurotunnel, et ben pourquoi pas. Maintenant, quel cas, c'est pas innocent, hein, c'est pas innocent l'exemple d'Eurotunnel, ça me réfère à une situation que j'ai eue il y a 20 ans, à mes débuts dans la banque. Mais par contre, quelqu'un qui a rien d'autre, je vais lui dire, écoute, livret d'épargne populaire, alors ça s'appelle plus le Codévi, hein, mais un truc dans ce genre, livret bleu, enfin livret A, livret machin, si t'as que 50 000, c'est pas pareil. Non, mais ça, tout à l'heure, j'étais en accompagnement tout à l'heure et c'est ce que j'expliquais. Quand c'est tout ton patrimoine que tu le joues pas pareil que quand c'est une fraction. Et les risques sont… Non, mais tu as bien résumé. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Ça me va. Alors, je vais reprendre un peu des questions parce qu'il y a beaucoup de questions. Après, on repartira sur un peu ce que moi j'ai à dire. Y a-t-il des pays… Alors, Lara nous demande s'il y a des pays où il n'y a pas de convention de double imposition avec les USA. Je pense pas que tu sois au courant de ça. Il doit y en avoir, hein, mais… Je n'ai pas la réponse à l'instant T, mais je suis intimement persuadé que oui. Oui, il doit y en avoir, mais bon, on peut pas savoir. Là, aujourd'hui, c'est France-États-Unis, quoi. Alors, les conventions internationales, elles sont listées. On les trouve assez facilement. Elles sont entre autres listées à l'ONU. Donc, on trouve les conventions internationales fiscales, etc. Il y en a certainement qui n'ont pas de convention non double imposition. Alors, il y en a avec la Suisse, il y en a avec la Belgique. Ouais, mais t'as les infos sur Wikipédia, je crois. Je te coupe, Sylvain, mais je crois que sur Wikipédia, Lara, tu les trouveras. On va pas s'embêter. Donc, Dups nous fait une remarque sur les dividendes en nous disant que les dividendes sont soumis à 15% aux USA et que tu récupères sous forme de crédit d'impôt en France. Mais ce qui s'applique aux USA pour la bourse est très différent de l'immobilier, Dups, et des États aussi. Je me permets, hein, Sylvain, pour un peu répondre à tout le monde. Comment se passe le processus d'une vente d'un achat en Floride ? Je sais qu'aux US, c'est bien plus court qu'en France. Sylvain, bon, tu vas le confirmer, mais c'est ultra rapide. Je crois que tu as les clés ça peut être fait dans la journée si tout est OK, quoi. Alors, on arrive à faire des transactions. Alors, dans la journée, il faudrait vraiment que tout soit… ça va être difficile dans la journée. J'allais dire que le plus court, à mon avis, c'est 7 à 10 jours. Bon, d'accord, j'étais un peu audacieux. C'est 7 à 10 jours. Alors, je te parle en Floride, hein, peut-être que dans d'autres États, c'est encore plus rapide. C'est 7 à 10 jours. Il faut quand même le temps que la Title Company fasse toutes les interrogations. Alors, Title Company, c'est entre guillemets l'équivalent du notaire. C'est celui qui qui effectuera la vente. Au final, alors, il y aurait beaucoup… Alors, là, il y a un article qu'il faut que j'écrive parce qu'il y a vente et vente. Un transfert de propriété peut se faire dans une journée. Je vais te donner un exemple. Il s'avère que j'ai un de mes biens qui était sur une de mes sociétés et pour différentes raisons, j'ai basculé ce bien sur une autre de mes sociétés. On a fait un transfert de propriété. C'est pas vraiment une vente là, hein, c'est un transfert de propriété. On a fait un transfert de propriété et dans ces cas-là, on a fait ce qu'on appelle un quit claim deed. Un quit claim deed, ça se fait dans la journée. D'accord. Attention, un quit claim deed, ça ne purge rien. Oui, ça change rien. Alors, non, mais ça ne purge rien. Ça ne purge rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je me suis transféré le bien à moi-même. Donc moi, je sais ce que je dois, à qui je le dois. Donc c'est pas très grave si c'est pas vérifié, si je me le transfère à moi-même, puisque de toute façon, c'est la main gauche qui donne à la main droite. Donc là, c'est pas grave. Alors là-dessus, attention. Dans les articles que j'ai écrits, à chaque fois, je dis, attention, il y a différents types de titres de propriété. Et c'est là-dessus où j'incite vraiment les gens à recourir à un professionnel et à se faire expliquer et à comprendre. Parce que j'ai vu des Français acheter des biens, venir vers moi pour les revendre, et en fait… Ils les avaient pas achetés. En fait, ils les avaient achetés, mais via des titres… le titre de propriété qui leur avait été conféré était un titre de propriété qui ne purgeait aucune dette. Ah oui, d'accord. Donc, je leur ai dit, écoutez, vous êtes effectivement sur le papier, vous êtes propriétaire de ça, mais il y a
tant et tant de dettes qui sont encore rattachées à ce bien, je trouverai personne pour acheter ce bien-là, sauf à ce que vous purgiez les dettes. Mais en fait, le gars n'avait jamais été informé qu'il y avait ces dettes-là, parce que le titre de propriété était pas le bon titre de propriété. Il était véreux, quoi. Alors, clairement, le titre, en France, il y a un titre de propriété. Ici, le titre de propriété qu'il vous faut, c'est un General Warranty Deed. Il vous faut un General Warranty Deed et une Property Insurance, une Title Insurance. Ces deux documents-là, Title Insurance plus General Warranty Deed, le tout étant vérifié, bien entendu, mais ça fera un titre de propriété propre, comme en France. D'accord. Si ça, vous ne le savez pas, c'est pour ça que notre slogan, c'est parce qu'un client informé est un client satisfait. Ah, mais ça, tu prêches un converti. On va pas répondre à la question parce que sinon on va pas pouvoir répondre à tout le monde. Il y a quelqu'un qui nous demande comment ça se passe le processus d'une vente ou d'un achat en Floride. Je sais qu'aux US, bon, non, c'est pas ça que je voulais te poser la question. Comment se déroule toute l'opération si on veut acheter un bien pour le louer? Est-ce que la réponse on la trouve sur ton site? Oui. Oui. Donc Thomas, je t'invite à aller voir sur le site parce que je crois que tu as des exemples de clients qui sont passés par toi qui expliquent un peu le process. On a plein de choses. Alors, on a 2 articles phares. On en a un qui s'appelle Investissement immobilier aux USA, le guide. On en a un autre qui sont les 10 conseils pour investir en Floride. Ces 2-là, c'est des articles qui font chacun 3000, 4000 mots. Ouais, bon ben voilà, ils iront voir parce que sinon je ne pourrais pas répondre à tout le monde dans le chat là. Hein. Il faut... Et on a mis effectivement un exemple précis d'un client qui a investi avec nous, je crois, à l'automne. Comment on a procédé? On a recherché la maison avec lui, on a fait visiter les maisons, on a fait l'offre, on a géré l'inspection, on a fait le closing et on fait le property management du bien. Donc là, on a un exemple absolument complet d'un client. Allez, c'est bon. Stéphane nous pose une question. C'est combien le ticket d'entrée pour un immeuble aux US? Ah bah alors là, encore une fois, exactement comme avant, le problème c'est le mot US. Hein. Non, alors attends. Je vais rectifier pour Stéphane. Chez toi en Floride, c'est quoi le ticket d'entrée? Alors, un immeuble, on va parler par exemple d'un quadruplex. Alors, il faut savoir qu'à partir de 5 lots, en dessous de 5 lots, de 5 biens, en dessous de 5 biens, c'est la loi résidentielle. Au-delà de 5 biens, alors c'est de 1 à 5, c'est la loi résidentielle. Au-delà de 5, c'est la loi commerciale. Donc c'est déjà des transactions assez différentes. Au-delà de 5, on est beaucoup d'acquisitions presque d'entreprises. Donc il y a des bilans à étudier, il y a ces choses-là. En deçà de 5, on va être sur une transaction résidentielle. Donc par exemple, un immeuble de 4 logements, ça sera ce qu'on appelle un quadruplex. Alors attention, ici, un duplex ou un triplex. Un duplex, c'est pas un appartement sur 2 niveaux. Hein. Un duplex, c'est 2 appartements. 2 appartements indépendants. Donc un duplex, un triplex, un quadruplex. Prenons un quadruplex, 4 biens. Moi, ce que je vais conseiller fortement, c'est des 2 chambres. 2 ou 3 chambres. Mais si on parle de 2 chambres, et alors selon les quartiers, on va trouver des choses dans les... on commencera peut-être à 300, 400, mais il faudra vraiment regarder dans le détail. On montera assez vite vers 600, mais toujours pareil, il faudra regarder le quartier, il faut regarder le loyer. Là, j'ai un quadruplex qui est joli, qui est à 799, qui est à Winter Park. Alors, Winter Park, c'est une très jolie commune. C'est un peu le... Alors, pour les Lyonnais... Non, là, pour les Lyonnais, ça sera le Écully. Pour les Parisiens, Neuilly. Peut-être, voilà. Ouais, d'accord. Voilà, Winter Park, ça serait le Neuilly d'Orlando, c'est très très joli. Et là, il y a un bien qui est à 750, 780. C'est 2 bedrooms, donc pour vous, c'est des T3. C'est 2 bedrooms qui sont magnifiques. Mais là, chaque bien va se louer plutôt 2000, voire un peu plus. Donc, on va toujours actualiser par rapport au loyer potentiel. Sachant qu'il y a une chose à bien comprendre aux États-Unis, c'est que, et ça on peut le dire partout aux États-Unis, c'est que l'information est transparente. Oui. Donc vous pouvez avoir accès à toute l'information.
la situation de crédit du locataire, sa note bancaire, enfin c'est vraiment, oui mais ça c'est vrai, tu fais bien de le préciser, c'est très important, c'est pas du tout comme chez nous, bon payeur, mauvais payeur, enfin c'est très transparent. Alors, ça, et puis aussi, tous les biens autour de ton bien, combien ils sont loués, combien ils se sont vendus. Oui. Tu as même l'historique, moi ça m'avait choqué les premières fois où je m'étais intéressé au marché américain. Tu as même l'historique de vente sur des années. Donc tu sais combien ils ont acheté, revendu, machin. Et nous, ça n'existait pas. Enfin, ça commence à venir, mais c'est pas comme ça chez nous. C'est assez hallucinant. Ouais. Il faut le voir pour le croire en fait. C'est assez différent. J'ai une question à te poser qui est. Ah, vas-y. Je vais faire un ajout. Attention, imposer, exiger que votre interlocuteur, où qu'il soit aux États-Unis, soit un agent immobilier avec sa licence. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et entre autres, s'il a une licence, il aura un accès professionnel au MLS, Multi-Listing System. C'est la base de données où il y a tout. Tous les biens immobiliers. Oui, vous voulez partager en fait. Précise-le parce que ça aussi, ils doivent peut-être pas le savoir. C'est différent de chez nous, ça. Chez nous, les agents, ils sont en concurrence. Chez vous, vous partagez la base de données générale. On partage tout. Faire une transaction où je suis le broker du vendeur et le broker de l'acheteur, c'est moins de 10% de mon activité. C'est 5% de mon activité. 95%, c'est ce que vous appelez en France aujourd'hui le interagence, que nous on appelle le co-brokerage. 95% est fait en interagence. C'est-à-dire que demain, vous me contactez, vous cherchez un bien, je ne vais pas vous montrer les biens que j'ai en portefeuille, bien sûr je vais les montrer, mais je vais vous montrer tous les biens. Parce que je vous vende un bien que j'ai en portefeuille. Alors oui, si je vois un bien que j'ai en portefeuille, je gagne un petit peu mieux ma vie, on va être transparent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous achetiez le bien qui vous correspond. Et l'avantage, c'est que là, j'ai accès à tout le marché. Donc, je vais vous vendre un bien qui a été listé par le copain à Winter Park. Je vous parle du bien, je vous ai dit, j'ai ce bien à Winter Park. C'est pas moi qui l'a, c'est un autre broker qui l'a. C'est lui qui l'a listé. Mais moi, par contre, j'ai plusieurs acheteurs qui sont intéressés dessus. Et je vais représenter l'acheteur et le broker représentera le vendeur. Absolument, demandez à la personne avec qui vous travaillez, que ce soit n'importe où, s'il a bien une licence de real estate et s'il a bien accès au MLS. Si vous avez affaire à quelqu'un qui a rien de tout ça, vous êtes en aveugle. Lui est en aveugle aussi. Alors j'ai des questions hyper intéressantes là que j'ai en attente. Rudy nous demande, et là il faut que tu y répondes, c'est trop intéressant. Comment se calcule l'endettement aux États-Unis? Alors, tu vois ce que je veux dire? Le système bancaire, est-ce qu'aux États-Unis, alors moi je connais un petit peu la réponse, mais si je veux que tu répondes, est-ce qu'il y a ce système de 33% aux États-Unis ou pas du tout? Voilà, il veut savoir ça en fait. 33 non. 33 non. Il va y avoir un certain nombre de critères qui seront plutôt à 40. Alors, moi je vais dire une chose. Là. Je vais reprendre ma carence pendant 20 ans. D'abord, le 33%, c'est absolument pas inscrit dans la pierre. C'est un usage, c'est pas une loi. Et très clairement, le 33%, c'est ridicule. Parce que 33% de 2 000 € ou 33% de 15 000 €, c'est pas la même chose. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est ce que... Il y a un élément... Voilà. Non, mais j'ai participé à l'époque, et si j'ai des anciens collègues du Crédit Mutuel qui regardent, j'ai participé à l'époque à la rédaction du référentiel crédit de tout le groupe Crédit Mutuel du Sud-Est. Et entre autres, j'ai participé au chapitre sur la rédaction du taux d'endettement et sur une autre notion que moi j'ai voulu vraiment, sur laquelle on insiste, c'est le reste à vivre par mois et par personne. Tout à fait. Voilà. Alors, ceci étant dit, quand quelqu'un a 15 000 € par mois pour vivre, s'ils sont 3 dans le ménage, même s'il est endetté à 50%, il lui reste quand même 7 500 € par mois pour vivre à deux. Hein. Bon, on est d'accord. Donc voilà, ça, le 33%, c'est pas inscrit dans le marbre. Deuxième chose, aux États-Unis, oui, il y a des taux d'endettement. Comme les revenus sont quand même globalement plus élevés, beaucoup plus élevés, le revenu moyen, je crois, à Lyon, c'est 20 000, à Orlando, c'est 47 000. Donc, pour la même structure familiale. Donc, ça n'a rien à voir. Donc les endettements, on parlera plutôt de 40, 41, 43%. Et ça aura une importance primordiale par rapport à un prêt qui est très important, qui s'appelle le FHA, qui est un prêt qui est un prêt pour les primo-accédants. Et à partir d'un certain nombre de critères respectés, en fait, l'État va garantir une partie du prêt. D'accord. Alors, de loin, ça ressemblerait, si ça existe encore, le prêt à taux zéro. Au prêt à taux zéro plus le prêt conventionné à l'accession sociale. Ah oui, oui, ouais, je vois très bien. Ouais, d'accord.
si ça existe encore ce truc. Faut pas oublier que moi j'ai quitté la France il y a 10 ans, Ouais, donc j'ai un petit peu perdu les usages bancaires. Bon voilà, non, 33 ça n'existe pas ici, on parlera plutôt de 40, 41, 42, 43, mais parce que les revenus sont plus élevés et surtout pour des questions pour des questions effectivement de prêts aidés. Maintenant, comme partout, on va étudier l'endettement, mais attention, les banques regardent beaucoup plus la notion de marge hypothécaire, c'est-à-dire de... C'est ça. Regarde beaucoup plus l'historique des incidents, parce que nous, les historiques d'incidents, c'est le fameux credit score, l'historique des incidents remonte très très loin, donc ils vont être beaucoup plus regarder le comportement bancaire que l'encours. Ouais, le taux d'endettement, voilà. Alors malheureusement, le comportement, l'historique des incidents et le comportement bancaire en France, c'est assez peu utilisé. Pourquoi ? Parce que vous avez la CNIL. Alors moi je dis malheureusement parce que le RGPD et la CNIL, pour moi, ça va beaucoup trop loin. On va pas parler de ça ce soir, Sylvain, sinon on va détaler. Et là, tu vas mettre la pièce et ça va pas aller. Alors, une question qui me fait rigoler à l'avance et que je vais vraiment te laisser répondre. On me demande, alors l'assurance PNO, bon, les assurances, il y en a partout. On va pas parler de ça. Par contre, je voudrais bien que tu parles. Il me demande en même temps l'assurance loyer impayé, Sylvain. Je te laisse l'ouverture de ce boulevard. Quelle est l'assurance loyer impayé en Floride? Il y en a pas. Il y en a pas. Elle coûte 0%. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'impayé. Alors pourquoi il n'y a pas d'impayé? Parce qu'un locataire qui ne paye pas, il est dehors en 1 mois. Donc la procédure totale dure 1 mois. Au bout d'1 mois, en gros, on intervient avec le shérif quand il a eu toutes les étapes. Alors je dirais aussi qu'on y arrive très rarement. Je dirais pourquoi. Mais admettons qu'on ait un gars qui vraiment paye pas, fait tout à l'envers. On va arriver au bout d'1 mois et on va venir avec la police, on va vider l'appartement, on va mettre ça devant la maison. Il viendra chercher ou pas, sinon c'est la poubelle qui ramassera. Hein. On va tout vider ses affaires, on va changer le barillet et c'est fini au bout d'1 mois. La procédure coûte à peu près $1000. Nous, on a un avocat avec lequel on travaille au cas où pour ça. Alors, pourquoi ça n'arrive quasiment... Donc pas besoin d'assurance impayée. Oui, voilà, tu as répondu, effectivement. Mais dis quand même pourquoi ça n'arrive jamais aussi, ouais. Pourquoi ça n'arrive jamais? Parce qu'il n'a aucun intérêt, le locataire, à être expulsé. Ça va le suivre, il va être tracé. Il va être tracé à vie. Donc quand un locataire n'arrive plus à payer, on va gérer ça à l'amiable. Alors, il faut savoir qu'un locataire qui a signé un bail... Alors, les baux, c'est des baux de 1 an en général. Hein, mais un locataire qui a signé un an. Si au bout de 3 mois, il nous dit « je veux partir », on va dire « attends, tu as signé pour 1 an ». Donc, bien sûr, on va essayer de trouver quelqu'un pour le remplacer et on va essayer d'arranger les choses. Mais tant qu'on n'a pas trouvé un autre locataire, il paye. Hein. Moi, je ne relâche un locataire que quand j'ai trouvé quelqu'un pour le remplacer qui soit bon. Donc, si le gars il me dit... alors bon, globalement, en général, à Orlando, on n'a jamais ce problème parce qu'on a une telle démographie à Orlando que les biens se louent maximum en 1 mois, grand maximum en 1 mois. Donc, c'est plutôt en général 15 jours. Donc voilà. Mais non, on n'a pas besoin d'assurance impayée parce qu'il n'y en a pas. Et généralement, on ne va jamais jusqu'à l'éviction parce que c'est vraiment pas dans l'intérêt du locataire. C'est dans l'intérêt de personne même, je pense. Que le but, c'est que ça se passe bien. Ça se passe bien. Dans l'intérêt de personne. C'est un échec. En arriver à l'éviction... C'est ça, c'est un échec. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est une analyse qu'on devrait faire en France aussi. D'ailleurs, j'ai Benoît dans mon groupe privé, j'en profite pour le dire, j'ai enregistré l'émission qui m'a demandé sur justement le cas des squats en France. Je pense que tu connais le problème que nous on a vis-à-vis de ça. J'ai beaucoup de mal à me contenir sur cette émission parce que c'est scandaleux en fait. Et l'émission est très bien faite d'ailleurs pour une fois qu'on a une bonne émission en France parce que on te montre le cas d'une vieille dame qui se fait squatter sa maison de 82 ans pendant qu'elle était à l'hôpital. Elle peut plus rentrer chez elle, c'est lunaire en fait. Enfin bref, voilà. Je vais répondre à 2-3 questions et après on va embrayer pour d'autres pour toi. Donc Dups, je souris beaucoup parce que tu connais l'astuce des armes via les clubs de tir en France qui est très peu connue. Moi j'avais un ami qui m'en avait parlé, juste une petite parenthèse. Je voulais juste te dire, donc Telfort, tu parles de Boston, je suis d'accord avec toi, c'est un très bon plan. Comment se passe une... Alors voilà, c'est ça là que je vais te poser. Comment se passe une transaction si tu es en France mais que tu veux investir aux États-Unis par rapport aux banques, aux notaires? Je pense que tu as un peu compris le système par rapport à tout ça expliqué Sylvain. Moi, ce que je voudrais amener maintenant, Sylvain, c'est que toi, aujourd'hui, ton travail, c'est ça, c'est que tu te charges finalement
Si les gens ici présents ont envie d'investir en Floride avec toi, tu peux les accompagner. Du coup, leur engagement, il se situe à quel niveau? Tu vas faire toutes les recherches? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux leur expliquer si par exemple Jojo veut travailler avec toi, il est en France, il veut investir au travers de tes services en Floride? Essaye de décrire rapidement, parce que le temps passe vite, il y a beaucoup de questions. Essaye de décrire rapidement comment ça se passe à ton niveau, à toi. Qu'est-ce que tu proposes comme service? À quel moment il doit venir, etc. Je te laisse la parole. Alors, je vais déjà répondre à une question toute simple. On va commencer par ce qui fait mal, donc je plaisante. Mais combien ça vous coûte? Ça vous coûte 0. Alors, pourquoi ça vous coûte 0? Parce que je suis agent immobilier, je suis payé sur la transaction. Le prix que vous voyez, c'est le prix frais d'agent immobilier compris. Donc, admettons le bien, il est listé à 220 000 $, vous le payez 200 000, la commission est généralement de 6%, partagée entre les deux brokers, 3%, 3%. Donc, en gros, sur 200 000, ça va me faire à peu près 6 000 de commission. Ces 6 000 de commission sont compris dans le prix, donc vous ne me versez rien. On fait verser 0 $ de frais de dossier, on fait verser 0 € de frais de dossier. Alors, par contre, forcément, on sélectionne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on va recevoir beaucoup de demandes, et par rapport à ces demandes, on va sélectionner les personnes qui nous paraissent sérieuses dans leurs besoins d'investissement, dans leur idée d'investissement, qui ont les moyens de leurs ambitions. Comme je l'ai dit, obtenir un prêt à 100% dans votre banque, vous ne pourrez pas l'avoir si vous n'avez pas du patrimoine en France. Donc clairement, si vous me dites je veux obtenir de ma banque un crédit à 100% pour investir aux États-Unis, mais j'ai rien en France, bon bah ça n'arrivera pas. Donc concrètement, on va sélectionner comme ça. Alors après, les clients nous contactent. Lors du premier contact, on va discuter ensemble de toutes leurs, qu'ils n'aient pas des fausses idées. S'ils suivent déjà cette émission, ils auront déjà moins de fausses idées. Mais qu'ils n'aient pas de fausses idées, etc. On arrive à un moment, on arrive à déterminer leur profil, leur budget maximum, le type de bien qu'ils vont rechercher. À partir de là, on va leur mettre en place une alerte sur le MLS. Donc tous les jours, ils vont recevoir des emails avec les biens qui correspondent à leurs critères. C'est assez pointu, hein, donc on va avoir des biens déjà bien ciblés. Hein. Nous, on va sélectionner les quartiers en tenant compte de la qualité des écoles. On va sélectionner tout ça pour que, si c'est quelqu'un qui veut faire du locatif, la qualité des écoles, c'est primordial. Hein. Donc, si c'est quelqu'un qui veut faire du locatif, on va vraiment sélectionner quartier par quartier, et puis il recevra ses alertes. Généralement, on fait ça 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois avant qu'ils viennent. Quand ils viennent sur place, 8 jours avant qu'ils viennent, j'ai jamais vendu un bien à quelqu'un qui n'est pas venu sur place. D'accord. Ça, c'est important. Ça, je trouve que c'est important que tu le précises parce que ce qui veut dire que si vous nous écoutez, si tu m'écoutes, si tu es là dans cette émission, en gros, Sylvain, lui, à un moment donné ou à un autre, et moi, je trouve ça normal en tout cas, il va falloir que tu te déplaces pour voir ce que tu achètes parce qu'en même temps, c'est pas une baguette de pain quand même. Enfin, je me permets de faire la remarque. Ça me semble logique. Moi, j'ai des clients, quand je travaillais dans la banque dans la Loire, j'ai des clients qui ont acheté des biens à Toulouse sans se déplacer. Le jour où ils y sont allés, le balcon donnait sur l'aéroport. Venez à Orlando. Alors moi, je sais que je planterai pas mes clients. Je sais que je leur vendrai des biens qui sont corrects. Mais je veux que les gens viennent. Je te coupe, je suis vraiment désolé. Il y a un argument, je sais que tu vas le dire, mais je suis obligé de le dire. Il y a un argument qui est primordial aussi, puisque c'est aussi un argument. Jeudi, ils le savent, il y aura mon associé qui va venir. On ne va pas présenter ma société, mais on va discuter pour qu'ils le rencontrent. Et tu as le même argument commercial que nous, c'est-à-dire que tu es vendeur, mais tu es gestionnaire aussi. Et ce qui est important que vous compreniez, c'est que quand on gère vos biens, si jamais ils vous vendent la merde, il va lui aussi porter la merde. Donc en gros, excuse-moi, c'est vulgaire, mais c'est très marquant comme image. Donc en gros, en fait, il se tirerait une balle dans le pied s'il vous propose un produit qui lui convient pas, puisque derrière, c'est lui qui en hérite en fait, au quotidien, hein, je veux dire. Donc le but, c'est que ça tourne pour tout le monde. Je le précise à ta place parce que c'est important en fait. Vas-y. Tout à fait. Donc, puis, voilà, moi, j'ai ma conscience pour moi. J'ai envie effectivement que les gens... je fais des choses qui sont... où j'achèterais. La plupart du temps, d'ailleurs, j'ai des biens dans les quartiers où je vends. Donc voilà. C'est un argument. Alors oui, je suis aussi propriétaire de biens locatifs aux États-Unis. Hein, il faut le dire, c'est vrai. On fait des choses qu'on connaît. Alors, donc à partir de là, les gens vont venir. Comme on sait la date à laquelle ils arrivent, forcément, quelques jours avant, on aura prévu un certain nombre de visites. Alors, on arrive à visiter quand même 10, voire des fois 15 biens par jour. Pourquoi ? Parce que
sur les portes des biens, il y a ce qu'on appelle un lockbox, qui est une boîte à clés électronique. Et quand je vais m'inscrire pour visiter le bien, le broker de la partie adverse va m'enregistrer. Moi, je vais arriver avec mon iPhone, je vais ouvrir la lockbox, je vais récupérer la clé et je vais rentrer. Donc lui, il aura une traçabilité de qui est rentré dans le bien, à quelle heure, etc. Ah, ça, c'est génial, ça. Et moi j'aurai accès à tous les biens. Donc c'est pour ça qu'on peut faire visiter plein de biens, on n'a pas besoin de rendez-vous. Dans 60% des cas, on n'a pas besoin de rendez-vous. Ah, ça, c'est génial. Donc, on fait visiter. Très généralement, c'est sur 3 journées. 3 journées, on fait visiter des biens. Souvent, on fait... Alors, qu'est-ce qu'on fait visiter en premier? Souvent, on fait visiter en premier ceux qui viennent d'arriver sur le marché. Parce que c'est très souvent là que sont les meilleures affaires. Un bien qui est déjà depuis 60 jours sur le marché, il y a peut-être un problème. Il y a peut-être un problème. Mais il y a peut-être une négociation à faire aussi. Alors c'est vrai, mais alors la négociation ici, elle est très minime. Hein. Ah ouais. Donc c'est pour ça que clairement, quelqu'un qui me dit je veux proposer 30% en dessous du prix, j'ai écouté, trouver un autre broker, moi j'ai pas de temps à perdre. Non. Globalement, la négociation possible, elle est 3-5% maxi. Ouais, d'accord, c'est plus... Encore une fois, on sélectionne des biens au prix et on peut comparer. Hein. Donc le gars, le broker qui a pris le bien à la vente, moi aujourd'hui, quelqu'un vient me voir et me dit, je veux mettre ce bien à la vente à 300 000, je regarde le quartier et je vois que les biens du même type se vendent à 240 000. Je dis, mais non, je ne vais pas le prendre à la vente. Je vais me le porter 1 an pour rien. Mais oui, bien sûr. Non, j'ai aucun intérêt à prendre ton bien à la vente. Alors, il y a beaucoup de questions, donc je suis obligé de on va se cadrer. Mais là, c'est un sujet qui a intéressé aussi tout le monde. Ali, et puis je pense que tous ceux qui sont présents ici vont te le demander. Est-ce que tu peux nous donner des exemples avec du cash flow, avec un achat par exemple? Alors là, il nous demande un studio. Alors moi, je sais que tu n'as pas trop de studios sur ton marché, mais est-ce que tu peux donner des exemples? Donc, le bien que tu conseilles, le prix, est-ce qu'on peut espérer, tu vois, nous dresser rapidement un tableau financier? Voilà, on va parler d'un des derniers qu'on qu'on a fait. Le client a acheté une townhome. Alors une townhome, c'est une maison de ville, une maison mitoyenne. Elle doit faire à peu près 200 mètres carrés. Elle a 3 chambres. 3 chambres, ouais, elle a 3 chambres, donc c'est l'équivalent d'un T4. Elle a une très belle vue. Est-ce qu'éventuellement tu peux partager ton écran, toi, ou pas? Oui, je dois pouvoir le faire. Oh, laisse tomber. Mais je pense qu'il vaut mieux que tu fasses comme ça. Ça sera bien aussi. Voilà, laisse tomber. Donc, un bien, donc, il l'a payé 218 000 et ce bien est loué 1650. D'accord. Ça doit faire un 9,5-10 brut. Et ça fait net. Alors, quand je dis. Attention, si vous regardez les articles que j'ai fait sur la rentabilité, j'ai entre autres fait une vidéo. Quand je parle de net, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'enlève de la vacance, je calcule 15 jours de vacances par an, j'enlève de la maintenance, j'enlève la property tax, j'enlève tout. Hein. On est généralement aux alentours de 6 net. Oui, tout payé. Voilà, ça c'est un bien que j'aime bien. Studio, Orlando n'est pas un marché de studio. Studio, c'est New York, c'est Boston, studio. Boston, oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous donner quand même, alors là c'est sur un truc de standing, est-ce que tu as des premiers prix, tu as des prix un peu plus bas, ou c'est vraiment, pour toi, tu estimes que c'est le prix plancher, quoi? Alors le problème, c'est que je vais être totalement transparent, il y a des prix plus bas, mais je ne les gérerai pas. D'accord. Mais c'est intéressant, je suis content de t'entendre le dire. Quelqu'un qui voudra du prix plus bas, on va aller dans d'autres quartiers. On a un quartier qui est vraiment pas bon, hein, qui s'appelle Pine Hills. Donc là, moi, j'y mettrai pas les pieds. Hein, donc le problème, il est réglé. On va avoir... mais ils ont des chiens. Pourquoi ce quartier, je perds toujours son nom? Bon, j'ai perdu le nom. C'est pas grave. Il y a des quartiers où tu vas pas, quoi. Non, je le gérerai pas. Donc après, il peut y avoir des rentabilités meilleures. Alors par exemple, vous avez peut-être beaucoup entendu parler, si vous avez creusé un peu la question, vous avez dû entendre parler de la section 8. Alors section 8, c'est l'équivalent des allocations familiales en France, des allocations logement en France. D'accord. Pour avoir droit aux sections 8, il faut avoir très peu de revenus. Hein. Ouais. Alors, il y a quelques quartiers section 8 à Orlando. Moi, j'y mettrai pas les pieds. Il y a des villes à Orlando où quasiment tout est en section 8. Ah oui, d'accord.
Donc, vous avez des gens qui vont vous vendre le Section 8 en vous disant c'est fabuleux, il n'y a pas de risque parce que c'est l'État qui paye. Moi, perso, j'y mettrais pas les pieds parce que j'ai aussi beaucoup de connaissances. Alors, dans des property managers ou des brokers, je fais partie de pas mal de réseaux de brokers et de property managers aux États-Unis. Et on discute entre property managers et etc. américains. Et je peux vous dire que le Section 8, il n'a pas la cote ici. Hein. Alors, c'est sûr, hein, on trouve des biens, voilà, on va trouver dans certaines villes que je ne citerai pas. On va trouver des maisons à 50 000 où on va vous dire le loyer, il est pris en charge par l'État, etc., etc. Ouais. Okay. Bon, moi c'est pas mon métier, c'est pas mon marché. Donc là, ce que j'ai expliqué, c'est pas un bien de standing. Hein. À 220 000, c'est un bien de qualité. C'est pas un bien de standing. Oui, mais moi, c'est un bien de qualité où tu peux aller, où tu peux t'installer à l'intérieur si tu as besoin de vivre dedans. Quoi. Voilà. C'est ce qui compte. Mes locataires, dans ce type de bien-là, c'est un policier avec sa famille, c'est un pasteur avec sa famille, c'est des gens qui ont des revenus 5 6 000 $ par mois pour le ménage. On est sur la middle class américaine. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai un risque locatif extrêmement faible. Bon, alors, on a de la chance pour le coup, parce que là, nous, on n'est pas tellement exposés, parce qu'on a des locataires. Mais alors, c'était pas calculé, hein, je n'avais pas prévu la pandémie. Hein. Oui, j'imagine. Hein. Mais alors là, on a un coup de peau, c'est que honnêtement, on a des locataires qui payent leur loyer parce qu'en fait, ils n'ont pas de profession exposée. On n'a personne qui travaille dans les parcs d'attractions, par exemple. Ceux qui travaillent dans les parcs d'attractions à Orlando, là, ils sont mal actuellement. Ils n'ont plus de revenus. Mais ça, là, c'est sûr, c'est fermé, c'est pas... Non, on est d'accord. Mais après ça, comme tu dis, c'est les choix de l'investisseur. Il y a des investisseurs qui sont prêts à se mettre au risque de prendre des revenus, comment on appelle, conventionnés. Nous, moi, j'ai un ami dans mon entourage. Il a un parc immobilier qui est essentiellement fait d'aide locative. Bon, voilà, il l'assume. L'important, c'est d'être content de son parc. Moi, j'aurais pas ça, mais chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est chacun ses choix après. Ce qui est certain, c'est qu'autant que je peux comprendre qu'un Français fasse ça en France en connaissant son marché, autant faire du parc locatif à revenu aidé aux États-Unis en le gérant de France. Alors là, je trouve ça, parce que ça, pour moi, c'est plus du spéculatif que du classique. Là, à mon avis, c'est dangereux de le faire à partir de la France. Maintenant, c'est mon avis. Hein. Je veux dire, il y a certainement des gens qui réussissent très bien là-dedans. Personnellement, j'en ai pas vu. Moi, c'est notre débat. Alors, j'ai une question de Dubs que je trouve intéressante. Dubs demande, donc par exemple, tu achètes un bien cash à 100 000 €, enfin 100 000 $, pardon. Ouais. Est-ce que tu peux le faire refinancer à hauteur de 80 000 $ derrière? Je te répondrai qu'il y a un mois, oui. Enfin, tu racheter un autre... pas tout de suite, hein, pas tout de suite. Il faudra attendre quelques temps. Mais je pense que dans les mois qui suivent, tu dois trouver. Les banques ici, c'est chose, hein, le refinancement. Et d'ailleurs, c'est pas bête de le faire comme ça parce que justement, tu trouveras plus facilement quelqu'un qui te refinance derrière plutôt que le crédit initial. Oui. Donc, à la limite, c'est effectivement pas un mauvais calcul de le faire comme ça parce qu'en plus, le jour où tu demandes un refinancement, tu as déjà un bien ici, ils l'ont déjà vu tourner, tu as des éléments financier à produire. C'est ça. Ouais, le calcul est pas bête du tout. Hein. Ouais, mais moi ça me parle. Moi, voilà, ça me semble. C'est pour ça que je voulais souligner le cas. Mais maintenant, tu as eu raison de la réponse. C'était valable avant la crise du corona. Après, on ne sait pas comment les choses vont se passer, donc c'est toujours pareil. Voilà. Alors attends, j'essaye de sélectionner parce que j'ai beaucoup de questions. C'était un état. Alors non. On va pas. Mathieu demande si tu embauches dans ton agence. Bon, écoute, je te pose la question, on ne sait jamais. Hein. Alors, la difficulté d'embaucher, elle est principalement liée à une chose, c'est que pour travailler aux États-Unis, il faut un visa. Et les visas de travail, aujourd'hui, qui sont donnés aux États-Unis, ils sont donnés pour des métiers où on a du mal à trouver la main-d'œuvre. Oui, l'immobilier, c'est pas le cas. Ah bah alors non. Alors, de mémoire, il y a 50 000 agents immobiliers en France, je crois. Et de mémoire, il y a 2 millions d'agents immobiliers aux États-Unis. Ah ouais. Voilà, il y a 50 000 agents immobiliers qui ont la carte en France. Il y en a 2 millions aux États-Unis. Ouais. Donc, alors bon, sur les 2 millions, on va dire qu'il y en a 1,5 million qui font une transaction par an. Ah oui, d'accord. Voilà, il y en a, parce que tout le monde un jour se dit, ah bah tiens, si je devenais realtor. Bon.
Oui. Ils passent à licence, ils font Et une ouais. transaction. Et ils pensent qu'ils vont gagner Des millions. plein d'argent, Ouais. des millions sans rien faire. qui sont comme nous à plein temps, on est déjà beaucoup moins nombreux. Hein. Mais en France, il y a peut-être plus de gens qui ont la carte, mais la carte T, la carte G, on n'est pas beaucoup à l'avoir. Je sais on est tout petit, le chiffre avec la carte G est tout petit de Le gestion. truc, c'est que j'ai jamais fait la différence. La carte T, c'est transaction et la Ouais. carte G, c'est la carte gestion. C'est la gestion locative et syndic. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette carte-là. Ah d'accord, alors moi je dois avoir la T alors. Parce que la T, elle est très répandue si tu veux, mais la G, on n'est pas beaucoup à l'avoir. Moi, je m'inclus dedans parce que je l'ai en fait. Hein, donc, voilà. J'ai jamais fait de gestion en France, donc je dois pas avoir Oh, la mais carte. si tu Alors, rates, j'ai la T. Alors pourquoi? Je fais pas de transaction en France, hein. Mais il s'avère qu'historiquement je l'avais par rapport à mon agence bancaire, donc je l'ai gardé. J'ai fait les formations, tous les trucs là que vous avez dû faire. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs de faire les formations françaises. Mais donc j'ai la carte T. Un jour peut-être que je vendrai des biens en France à des Américains. pourquoi pas. Et alors quelqu'un me demande, est-il possible, selon alors il sous-entend selon l'État et le type d'exploitation, je pense qu'il fait référence à Airbnb, d'obtenir des rentabilités nettes jusqu'à 17% comme certaines villes en France. 17, hein, je te précise bien. Sa question c'est 17. Alors peut-être qu'il a, je ne sais pas si Jojo, tu as peut-être une location à 17%. Voilà. Tu peux me répondre non, hein, ou oui. Moi, je vais répondre qu'un taux de rentabilité, c'est toujours extrêmement difficile parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Du 17 net, j'en ai jamais vu. Est-ce qu'il y en a peut-être? À mon sens, si aujourd'hui on a du 17 net, c'est qu'on est sur un marché risqué. C'est-à-dire que si on a du 17 net, c'est qu'on a payé un bien pas cher et que le loyer est cher. C'est pas compliqué, un taux de rentabilité, c'est un numérateur et un dénominateur. Un numérateur et un dénominateur. Donc, si on a du 17, c'est globalement qu'on a un loyer important par rapport à la valeur du bien. Donc, globalement, si c'est le cas, c'est qu'on a acheté le bien pas cher par rapport au loyer sur le marché. Ce qui me vient à l'idée, dans ces cas-là, c'est un certain nombre de villes aux États-Unis où on peut trouver ça, sauf que c'est des marchés risqués. C'est-à-dire, je ne dirais pas le nom, mais quand on parle de villes qui ont divisé leur nombre d'habitants par 3 en l'espace de 30 ans, c'est effectivement, peut-être qu'il y a de la rentabilité à aller chercher, peut-être. Est-ce que vous revendrez votre bien le jour où vous voulez le revendre? Ça, c'est moins sûr. Donc voilà. Est-ce qu'il y a du 17? En Floride, j'ai jamais vu de 17. Si quelqu'un avait du 17 et qu'il vende son bien, c'est qu'il y a un problème sur le bien. Alors soit c'est un bien qui est en zone inondable, soit c'est un bien. Attention, hein, tout ça c'est public aussi. Hein. J'ai vu des gens acheter des terrains à Port-Charlotte, qui est une petite ville vers Venise. Des gens qui ont acheté des terrains à Port-Charlotte. Leurs terrains, ils les ont achetés 30 000 il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça se revend 10 000. Je sais pas, on n'a pas entendu, ça a un peu sauté. Parce qu'ils ont absolument pas. Ça a un peu sauté. Voilà, ils ont des gens qui ont acheté un. Alors des gens qui ont acheté un terrain à Port-Charlotte en Floride, ils l'ont payé 30 000 il y a 10 ans. Ouais. Aujourd'hui, leurs terrains se revendent 10 000. Ah oui, ouais, d'accord. Parce qu'on est dans une zone où il y a de gros problèmes pour la construction. D'accord. Et ils se sont fait avoir sur l'acquisition. D'accord. Donc est-ce qu'on peut trouver du 17% en Floride actuellement? Peut-être. Oui, ou peut-être pas. Moi, je parle de ce que j'ai vu, j'en ai jamais vu. Est-ce que tu penses que l'immobilier va baisser en Floride? Question intéressante. Suite au corona, je veux dire, suite à tout ça, là. Quel est ton sentiment d'acteur sur le terrain? Alors, on va parler des 20 dernières années. Donc, sur les 20 dernières années, forcément, on a eu une très grosse crise 2006-2008. La crise 2006-2008, c'était une crise de l'immobilier qui s'est transformée en crise économique. Mais à l'origine, c'était l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'on a des banques qui faisaient littéralement n'importe quoi. Il y avait ce qu'on appelait les ninjas, les no income, no asset, no job. Vous pouviez emprunter, vous n'aviez pas de revenus, vous n'aviez pas de patrimoine, vous n'aviez pas d'emploi. Les ninjas. Aujourd'hui, un ninja, il ne trouvera pas un crédit. Hein. Et ça, depuis 2010, j'allais dire que les banques sont devenues beaucoup plus sérieuses. Est-ce que la crise actuelle va avoir un impact sur l'immobilier? C'est possible par ricochet par rapport au chômage. D'accord. C'est clair que si le chômage explose,
on aura moins d'acheteurs. Ouais, donc du coup, le prix va baisser. Dit que on peut avoir une baisse. Est-ce qu'on va avoir une explosion comme on a eu en 2006-2008? Personnellement, je ne le pense pas, pour la simple et bonne raison que c'est pas du tout la même raison. Aujourd'hui, il n'y a pas la moitié des biens qui ont été financés à 110%. On n'est pas underwater. Underwater, ça veut dire que les gens ont des crédits qui sont très au-delà de la valeur de leurs biens. Alors, je vais donner un exemple. J'ai acheté ma maison en 2010, je l'ai payé 360 000 $. Mon voisin avait acheté la même en 2005, la même, 650 000 $. Voilà, donc lui, il était underwater complètement. Attends, j'ai une question à te poser. Aujourd'hui, ta maison, tu la revends combien? 450. Ouais, voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais ça, c'est une donnée intéressante. Ça n'a pas pris, c'est pas remonté à 650 000 $. Donc, non. Effectivement, on peut présager qu'il va y avoir une baisse. Ça va peut-être revenir à 400, peut-être 380. Je parle de ta baraque, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais on va pas avoir une chute aussi raide que, comme tu dis, 650 pour 350. Quoi. Là, c'était raide charrette, quoi. Alors, les townhomes dont je parlais tout à l'heure à 220, à un moment donné, les gens les achetaient à 380. Hein. Ouf. Ouais. Voilà. Et à un moment donné, les gens les ont achetés 150. C'est la vie. Pardon. Sérieux, voilà. Ça donne un peu une idée du marché. Alors attention, il y a certains marchés par contre qui sont vachement plus montés. Hein. Oui. Faire attention parce qu'il y a des micro-marchés. Mais ça, c'est partout. Ça, c'est partout. Ça, ouais. c'est partout. Par exemple, Miami, dans certains coins, ça s'est envolé. Mais pour d'autres raisons. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, dans l'exemple que tout à l'heure tu donnais sur les 200K, les 200 000 €, là, la maison qu'on a parlé tout à l'heure, quel était le montant du crédit? Nous demande Ali. Alors là, ce client-là, en l'occurrence, a payé cash. Donc voilà, ce client-là, en l'occurrence, a payé cash. Non, mais j'ai un autre exemple qui est exactement le même. Le bien est à Lake Nona, qui est un quartier qui est vraiment très sympa. Il a dû payer le bien 230, quelque chose comme ça. Alors lui, il a emprunté en France, et lui, je crois qu'il a emprunté quasiment 100%. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est possible. Ouais, on a longuement discuté avec sa banque, c'était le Crédit Agricole. On parle d'un client qui avait plusieurs biens déjà en France, qui avait une belle situation et qui a emprunté 100%. Des clients qui ont emprunté aux États-Unis, alors sur du 220, oui, on en a. En général, ils ont fait 80 000 $ d'apport. D'accord. J'ai une question que je trouve très intéressante de Lara. Elle dit, dès qu'on investit aux USA en immobilier, quelles dispositions particulières faut-il prendre pour l'héritage? Oui, alors ça, c'est une question... intéressante, je trouve. Oui, non, c'est une question importante. Alors, il y a des possibilités. Il y a ce qu'on appelle les trusts. Ouais. Qui vont permettre... ça serait vraiment... Alors là, quand on a des questions comme ça, beaucoup de choses, moi j'ai un panel de spécialistes. J'ai un expert comptable avec qui je m'entends super bien, qui est basé sur New York, qui est vraiment très très bien. Je m'entends avec plusieurs experts comptables, mais un en particulier. Et pour tout ce qui est family law, j'ai une family lawyer qui est très bonne. La première des choses qui est généralement conseillée, c'est de faire un trust. Vous en avez entendu parler via Johnny Hallyday. Eh oui, j'attendais que tu le dises ou que tu finisses pour le dire. L'ami Johnny. Voilà, c'est clairement ça qui simplifiera les choses en matière de succession. Je rentrerai pas trop. Alors très clairement, vraiment, chaque situation est différente là. Donc, le seul truc que je dirais, c'est effectivement le trust. Alors là, la LLC, qui correspondrait de loin à la SCI, la LLC a aussi des avantages, c'est que transmettre des parts de LLC, c'est plus facile que transmettre un bien. Donc, il y a aussi peut-être être en LLC. Il y a aussi souscrire des assurances décès, ça peut servir. Est-ce que je peux te poser une question, parce que là ça m'intéresse moi. Est-ce que ta LLC, elle fonctionne comme la SCI en France, c'est-à-dire que ton capital social, il varie en fonction de la valorisation des biens? Je m'explique, par exemple, on va prendre l'exemple que Dupes disait tout à l'heure. Tu achètes un bien cash à 100 000 €, tu remets derrière un crédit de 80 000 €, du coup l'actif net de ta LLC, il est de 20 000 €. Oui, tu m'as compris. Oui, c'est ça, il est de 20 000 €. Est-ce que du coup, les parts de ta LLC s'échangent sur une valeur de 20 000 €? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, alors il n'y a pas véritablement... Alors, dans la plupart des LLC que je connais,
le montant en capital est très très faible. Ça va être un peu comme une SARL à 1000. Et après, les gens mettent l'équivalent de compte courant d'associés, mais ça va être considéré comme des equities, donc comme plus ou moins comme du capital quand même. Les LLC, c'est pas comme les. Alors les LLC, ouais, ça correspond de ce point de vue-là. La LLC, c'est un mix d'un côté avec la SARL et de l'autre avec la SCI. Voilà. Alors pourquoi avec la SARL? Parce que LC, c'est Limited Liability. LL, je veux dire. Ouais. LL, Limited Liability. Responsabilité limitée. Ouais. Donc, on a bien l'équivalent de la SARL. Pourquoi SCI? Parce que la LLC, de droit, elle est à l'impôt sur le revenu. Alors qu'en France, c'est la SCI de droit qui est à l'impôt sur le revenu, qui est transparente. La SCI en France, de droit, est transparente, sauf si tu fais une option. Oui, c'est ça, à l'IS. C'est ça, c'est ça. Tu fais une option à l'IS. Alors ici, la LLC, elle est de droit à l'impôt sur le revenu, sauf si tu fais une option. Donc quelque part, fiscalement, une LLC basique, je crée une LLC basique, elle aura la responsabilité limitée comme la SARL, mais elle sera transparente fiscalement comme la SCI. Voilà, la SCI en France, il n'y a pas de responsabilité limitée, il y a une responsabilité partagée, et non pas une responsabilité limitée. Une responsabilité au prorata des apports. Ici, il y a une responsabilité limitée. Alors, de ce point de vue-là, je lis pas mal de choses. Est-ce qu'il faut absolument être en LLC? Alors oui, non. Tu demandes à 15 comptables en France, est-ce qu'il faut être en SARL? Tu auras 15 réponses, en SCI, tu auras 15 réponses différentes. C'est à peu près pareil pour la LLC aux États-Unis. Est-ce qu'il faut être en LLC? Tu as 15 réponses différentes. Bon, il y a un truc sur lequel je conseille de faire attention. Tout à l'heure, tu as parlé de Airbnb. Donc, tu as parlé de location touristique. C'est un marché différent. Et alors, il y a un truc où je dirais de faire très attention, c'est si vous avez un bien type maison individuelle aux États-Unis avec piscine, alors là, pour le coup, mettez-vous en LLC, parce que là, si quelqu'un se noie dans la piscine... t'es mort. C'est fini. Tu perds tout ton patrimoine en France, au passage. Tu perds tout. Qui couvrira. Ah non, là c'est sûr. Oui. Donc là, pour le coup, la limited liability, elle est la bienvenue. Alors, j'ai encore des questions. Je vais répondre à une question que j'ai vue passer vite fait à ta place, tu m'excuses, où on me demandait si c'était compliqué d'avoir la carte verte aux États-Unis. Oui, c'est compliqué. Si on a le temps, on en parlera. Et tu m'as appris la dernière fois, on en a parlé, que le visa E2, qui était un visa qui simplifiait un petit peu les choses, a été réformé. C'est ça? Tu me corriges si je me trompe. Donc voilà, mais on va pas parler de ça, sinon on va pas pouvoir parler de tout. Question intéressante, au niveau du foncier, ça se passe comment? On nous demande, alors en Floride, dans ton cas, si tu peux nous donner par exemple, toujours sur l'exemple de la maison, le montant du foncier? Tu veux dire la valeur du terrain? Non, la valeur de l'impôt foncier. Enfin, je crois que c'est ça la question. La taxe foncière. La taxe foncière, ouais, pardon. La taxe foncière, c'est la property tax. C'est en général entre 1 et 2% de la valeur du bien. Valeur du bien qui est une valeur estimée par le property appraiser. Le property appraiser, c'est un élu. C'est un gars qui est élu tous les, je crois, 6 ans et qui évalue les biens. Donc forcément, comme il est élu et qu'il a envie d'être réélu, il essaie de pas trop faire monter les valeurs de façon à ce que les gens ne se fassent pas trop allumer sur leur property tax, de façon à ce qu'ils revotent pour lui. Donc en gros, admettons, un bien. Prends le bien de tout à l'heure, voilà. Là, 200 mètres carrés, 3 chambres. Combien de foncier? Un bien qui vaut 220 000, 220 000 valeur de marché. Le property appraiser, généralement, va l'estimer à peu près à 70% de sa valeur de marché, donc 154 000. Il le taxera aux alentours, admettons, de 1,8. Ça sera une property tax entre 2005 et 3000 dollars. Par an? Par an. Ok. On va dire, une autre règle, on pourrait dire, c'est souvent 1,5 ou 2 mois de loyer. Ah oui, d'accord, oui, j'ai compris. Et voilà. Ça, tu le déduis, hein. Alors, si tu es en LLC, tu le déduis forcément. Que tu sois en LLC, ah oui, c'est déductible de tes revenus. Ok, ça va. Je demande parce que ça a son intérêt aussi. Peut-on financer un bien via une LLC avec un prêt en France? Oui. C'est bon. Oui, il faudra que votre banque soit... très ouverte d'esprit. Ouais, il faudra que vous ayez une banque très ouverte d'esprit. C'est toujours pareil, hein, si on a
si on a un très beau dossier bancaire en France et que... Alors, mon expérience, je vais pas me faire des potes là, mais j'ai été banquier quand même pendant longtemps. Il y a quand même des banques qui sont un peu plus ouvertes que d'autres. Hein. Oui, c'est sûr. Il y a des banques, moi ce que j'appellerais les banques proches du client, les banques mutualistes, Banque Pop, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, tout à fait. CIC. Alors bon, je suis un peu chauvin aussi parce que je travaillais 12 ans dans le Crédit Mutuel CIC, mais c'est des banques où quand même le niveau de décision est beaucoup plus local que national. Alors là, j'aurais peut-être pas des copains, mais mon cauchemar, c'est la Société Générale. Hein. Alors bon, s'il y a des employés de la Société Générale, ils m'envoient un email puis je leur donnerai les exemples. Non, mais c'est pas un problème. Après, il faut expliquer quand même. Je vais modérer tes propos. Moi, j'ai travaillé beaucoup en banque. J'ai un programme sur les banques pour aider les gens à justement monter les dossiers. J'ai travaillé à la CAFPI. Bon, bref, peu importe. Déjà, je pense que tu peux le reconnaître. Il y a beaucoup aussi. C'est beaucoup plus local. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est ma manière de voir les choses. C'est plus local que ce qu'on peut croire. Et il y a aussi beaucoup le rapport que peut avoir le client avec les personnes dans son agence. Et il ne faut pas l'oublier aussi, le projet que tu présentes. Et il y a encore un dernier point à préciser, ton profil. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de mauvais profil. Moi, j'ai pendant longtemps été un mauvais profil et j'ai réussi à sortir des prêts, mais j'avais des bons projets. Voilà. Donc après, on peut compenser ses forces et ses faiblesses. J'ai moi aussi eu des mésaventures avec la Société Générale, des bonnes et des mauvaises. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est sûr que ce qu'il y a de bien avec la Banque Populaire et le Crédit Mutuel, c'est que tu peux facilement voir des personnes qui vont avoir des délégations assez élevées. Et du coup, quand ça sera un oui, ça sera un oui. Voilà, ça a un avantage non négligeable, surtout sur des... Voilà. Tu as bien résumé, tu as utilisé le mot délégation. Quand je dis, des fois, quand je travaille, quand je discute avec d'anciens collègues banquiers, quand je dis les montants de délégation que j'avais au Crédit Mutuel, des fois, dès qu'ils sont dans d'autres banques, ils me regardent, ils disent, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Si, mais oui. Mais alors ça aussi, je vais me permettre de le dire. Au Crédit Mutuel, les directeurs, vous jouez bien, vous cachez bien votre jeu parce que quand on sait la vérité, parce que vous en jouez, il y a un écart énorme entre votre réelle délégation et celle que vous déclarez officiellement. Hein. Je me permets de le dire. Enfin, moi, en tout cas, j'ai été surpris. En général, on va éviter de communiquer clairement avec le client le montant de la délégation. C'est quand même quelque chose d'interne, ça. Mais clairement, les délégations locales sont beaucoup plus importantes que la moyenne. Mais je pense que c'est aussi vrai à la Banque Pop. C'est différent. À la Banque Pop, il y a la notion de risque. Moi, par exemple, je suis un client entre guillemets à risque parce que j'ai beaucoup de lignes. Et du coup, plus il y a de lignes, plus ça remonte dans la hiérarchie. Donc après, c'est pareil au Crédit Mutuel. Hein. Oui, c'est sûr. C'est pareil au Crédit Mutuel. C'est des risques agrégés. Hein. Mais vous êtes très bon en données informatiques, par contre, au Crédit Mutuel. Vous êtes des psychopathes de la donnée informatique. Hein. Les dirigeants historiques. Je vais juste en dire deux mots. J'ai pas quitté le Crédit Mutuel. J'ai quitté le Crédit Mutuel pour aller vivre aux États-Unis. J'ai quitté le Crédit Mutuel parce que j'avais un projet de vie à l'extérieur de la France. Je n'ai vraiment pas le Crédit Mutuel fâché du tout. J'ai encore tous mes comptes au Crédit Mutuel. Et surtout, j'ai travaillé au Crédit Mutuel, alors avec quelqu'un qui est plus de ce monde aujourd'hui, qui était Michel Lucas, qui est mort il y a très peu de temps. Qui était un des cadres bancaires les plus inspirants pour qui j'ai travaillé. Et je travaillais aussi avec une autre personne qui, je pense, aujourd'hui a pris sa... J'en sais rien s'il a pris sa retraite. Je veux pas qu'il me... D'ailleurs, j'en profite pour te dire que Farid te passe le bonjour. Apparemment, il a l'air de te connaître. Voilà. Au passage, il était... quelqu'un qui me suit. Voilà. Alors, j'ai travaillé avec une autre personne alors, je travaillais avec deux autres personnes, mais une autre personne vraiment qui était Alain Fradin, qui était un des cadres bancaires... c'est des gens qui étaient inspirants, ces gens qui abordaient la banque par la technologie. D'accord. On va finir avec les questions parce qu'on arrive au bout. On a Julien, j'avais vu ta question, tu l'as reposée, tu as bien fait parce que il vaut mieux savoir marcher avant de savoir courir, qui nous demandait est-ce que dans le cadre d'investissement dans les commerces en Floride, on a les mêmes process en cas de vente d'impayés? On va pas trop s'attarder sur les commerces, je vais quand même laisser Sylvain répondre. C'est un autre marché, les commerces, que l'habitation. Mais je te laisserai répondre, c'est pour ça que j'avais pas pris la question. Vas-y Sylvain, je te laisse la parole. Alors, si par commerce, il entend murs commerciaux... Oui, il entend murs commerciaux, oui. Alors, murs commerciaux, oui, c'est à peu près les mêmes process, hein, c'est assez proche. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que des murs commerciaux en Floride, il y en a très peu à vendre. Alors, si, il y en a à vendre, mais c'est 200 000 mètres carrés.
des murs commerciaux individuels, comme on le connaît en France, c'est très rarement à la vente. Parce que quelqu'un qui achète des murs commerciaux, il achète 10 000, 20 000, 100 000 mètres carrés à la fois. Donc, on a très peu de murs commerciaux à la vente. Alors après, c'est très intéressant quand on en trouve. Le problème, c'est qu'on n'en trouve pas. Alors, il y en a vraiment très peu. question de Dups. Peut-on intégrer des mineurs dans une LLC pour l'héritage? Alors, à ma connaissance, oui. Oui. Bon, c'est très bien. Alors, on finit avec la dernière question de Mathieu, puis après, on va arrêter. Au niveau des artisans, entretien des biens, ça sera plus une entreprise type générale ou artisan unique pour chaque phase du chantier? Alors, il est où là? Il est sur la maintenance ou il est sur, En fait, je pense que c'est par rapport à... Alors, moi, je vais un peu compléter sa question. Par exemple, on achète un bien, on te le donne en gestion. Comment ça se passe au niveau de l'entretien courant du bien? Alors, d'accord. Alors, il y a plusieurs choses à préciser. Donc, si on est sur de la maintenance, admettons que ce soit quelque chose de très simple. Il y a un certain nombre de choses, c'est moi qui les fais. Je suis bricoleur. Ah, d'accord. Après, je le signale au client. Je lui dis, là, je vous propose de le faire. Je vous facturerai juste un déplacement et les pièces chez Home Depot. Quand il s'agit vraiment de changer des trucs, parce qu'après, le problème, c'est que faire intervenir certains corps de métier, c'est pas tellement une question de prix, c'est d'arriver à en trouver un qui soit dispo. Ah oui, d'accord. Or, il y a des choses, il va falloir que ça soit fait tout de suite. Oui. Donc, il y a un certain nombre de choses, c'est moi qui vais les faire. Par contre, bien entendu, tout ce qui touche alors plomberie, électricité, mur porteur, clim, il faut des licences. D'accord. Donc, si je touchais ça et qu'il y a le moindre problème derrière, j'ai tout faux. Donc, si c'est passer un coup de peinture sur une porte, je peux prendre ce qu'on appelle un handyman. Parce que passer un coup de peinture sur une porte, je ne le ferai pas. Mais je vais prendre un handyman, qui est, en gros, handyman, ça veut dire un bricoleur, quoi. Et là, il n'y a pas besoin de licence pour passer un coup de peinture. D'accord. J'en ai quelques-uns autour de moi, je vais en prendre un et il n'a pas besoin de licence, il va passer un coup de peinture et le problème est réglé. Si il y a une prise qui a noirci, une prise qui ne marche plus, et bon, je vais quand même vérifier je vais d'abord commencer par vérifier le compteur et que ça n'a pas sauté au compteur. Ouais, bien sûr. Il y a une prise qui a un problème qui a noirci, clairement, c'est un électricien et là, il faudra un electrical contractor licencié, assuré. Donc moi, je vais prendre un electrical contractor, je vais vérifier qu'il soit licencié, parce que ça, c'est public online, et je vais vérifier qu'il ait son assurance. Je vais lui demander de m'envoyer son assurance. Voilà. Maintenant, si demain, on a quelqu'un qui me dit « je veux refaire ma cuisine ». Alors, si je veux refaire ma cuisine, ça va toucher l'eau, ça va toucher l'électricité, mais ça va toucher aussi la peinture, ça va toucher les etc., etc. Là, on va prendre un général contractor qui va chapeauter le tout. Lui, il aura une licence pour tout faire. Pour tout faire. Bon. On voit un petit peu tous les cas qui peuvent arriver. Qu'est-ce qui m'arrive de faire? Il n'y a pas très longtemps, un locataire m'a dit le luminaire extérieur est cassé. Le luminaire extérieur, là, je change pas une prise, je déplace pas une prise. Oui, tu remplaces une ampoule et tu changes un verre, ouais. Je change juste le luminaire extérieur. Là, je vais chez Home Depot, j'achète un luminaire, je vais avec ma visseuse dévisseuse. J'ai toujours une caisse à outils dans le coffre en permanence. Donc, c'est le genre de petits trucs que je vais faire. D'abord parce que moi, ça va me gagner du temps. Oui. Voilà, ça va me gagner du temps. Je ne ferai pas de marge dessus. Je facturerai mon déplacement. Mais tout le monde y est gagnant. Le locataire est content. Si le locataire est content, le propriétaire est content. Et tout va bien. Et on ne va pas gérer 15 rendez-vous. Juste pour terminer, et après on en restera là, est-ce que tu peux donner un mot, parce que ça peut intéresser tout le monde ça aussi, c'est sa question qui m'a fait penser à ça. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ça se passe pour les biens à rénover? Parce que c'est différent de la France. Alors je ne sais pas en Floride, moi je le savais sur d'autres États, mais est-ce qu'en Floride c'est pareil, il faut que c'est très encadré ou pas d'ailleurs? Je ne sais pas forcément pour la Floride. Les biens à rénover, j'allais dire que le problème qu'il y a, c'est que... Alors mon conseil, clairement, je redonne les 4 corps de métier, électricité, plomberie, mur porteur, clim. Prenez des gens avec une licence qui déposent des permis. Et oui, pour déplacer une prise d'1 mètre, il faut un permis.
Donc, prenez des gens qui ont ça impérativement parce que ça vous sauvera la vie. Bon, maintenant, vous me dites, moi, je suis bricoleur. Je fais tout moi-même. Ok, vous faites. Moi, je ne ferai pas, mais vous faites. Derrière, il y a un problème. La maison brûle. Il s'avère qu'ils se rendent compte que le feu a pris dans une gaine qui a été posée par vous. C'est même pas la peine de faire votre déclaration à l'assurance. Je vous donne déjà la réponse. Voilà. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, le jour où vous voulez revendre. Si vous avez un acheteur classique qui n'est pas un primo-accédant, qui fait un prêt traditionnel, qui n'est pas un prêt FHA, il n'aura pas obligatoirement besoin de ce qu'on appelle un appraisal. Mais si vous avez un prêt FHA, enfin non, dans 95% des cas, il y a quand même un appraisal. Mais si vous avez un prêt FHA pour un primo-accédant, il va y avoir un appraiser, et l'appraiser, le premier des trucs qu'il va faire, c'est regarder que tout est aux normes, tout est au code. Et si c'est pas aux normes, si c'est pas au code, le prêt n'aura pas lieu tant que ça n'aura pas été mis aux normes, mis au code. Alors j'ai eu comme ça, moi, des clients qui me contactent, qui ont essayé de vendre leurs biens et qui ont trouvé, par un autre broker, et qui ont trouvé un acheteur, et puis il s'avère que le FHA a été refusé parce que rien n'était aux normes. Alors après, j'ai les gens qui me contactent, qui me disent, bah voilà ce qui s'est passé, est-ce que vous pouvez essayer de vendre le bien? Alors je leur dis, mais attendez, excusez-moi, mais je ne comprends pas bien. Pourquoi moi j'arriverai à le vendre et que les autres n'y arrivent pas? Si le bien il n'est pas aux normes, il n'est pas aux normes. Pourquoi j'arriverai à le vendre? Et la phrase suivante, c'est, ah bah vous trouverez bien un Français pour l'acheter. Donc, là, dans ces cas-là, j'arrête tout de suite, attendez, moi c'est pas compliqué, je traite les acheteurs français comme les acheteurs américains. C'est-à-dire que si le bien il n'est pas aux normes, mettez-le aux normes et puis après on le vendra. Eh ouais. Mais donc est-ce qu'on peut rénover par soi-même? Alors, rénover, repeindre, changer la moquette, voilà, tout ce qui est esthétique. Ouais. Tout ce qui touche pas aux travaux. Vous voulez faire un carrelage, vous savez faire du carrelage, faites du carrelage. Vous voulez poser un parquet flottant, vous pouvez poser un parquet flottant. Mais par contre, vous touchez un mur porteur, vous déplacez une prise, vous touchez à la plomberie. Si vous le faites vous-même, on prend le risque. Bon, ok, merci beaucoup Sylvain, on va en rester là. Je vais remettre une dernière fois dans le chat le lien vers ton site Objectif USA Immobilier. Voilà, j'espère que ça aura apporté toutes les réponses. Donc je le redis, tu fais l'accompagnement pour le coup de A à Z, y compris la gestion pour tous ceux qui veulent investir aux USA. Je laisse le bon plaisir à tout le monde de te contacter directement. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir pris le temps de parler avec moi. On va vous laisser là, nous, et je vous dis bonne soirée, à bientôt. Voilà, merci, bonne soirée à tous, et puis voilà, à très bientôt. Alors attends, on va se mettre là, là et là.